Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette dernière cinquième vidéo de cette formation où l'on apprend donc à créer 5 sites modernes, professionnels et responsifs en HTML et CSS. D'accord? Donc dans ce dernier projet, donc dans ce cinquième projet, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va tout simplement réaliser le site d'une agence de photographie par exemple. Voilà. Donc ce site-là, par exemple, est très demandé par vos clients quand vous serez en freelance, par exemple. Certains photographes voudraient, par exemple, que vous fassiez leur site, d'accord? Donc ici, par exemple, on a une barre de navigation, d'accord? Donc ici, on a une belle barre de navigation avec un menu déroulant, d'accord? Ici, on a un petit header, d'accord, avec une petite présentation en fait du site, d'accord? Ici, on a donc un petit paragraphe assez joli pour pouvoir indiquer à l'utilisateur qu'il faut scroller la page pour en savoir plus. Ici, on a des petites cartes de présentation, d'accord? Architecture, entreprise, restaurant, personnel, etc. D'accord? Donc ça, c'est assez sympa, je trouve. Ensuite, quand on descend, on a une partie avec un background noir et ici, donc, on a un témoignage d'une personne qui s'appelle Patrick le Beau Gosse. D'accord? C'est un très beau nom d'ailleurs. Voilà, donc ici, quand on descend encore, on a encore des cartes de présentation avec donc des images, d'accord? Donc quand on place le curseur au-dessus des images, eh bien ça s'éclaircit et ça c'est un effet assez sympa. Ici, à côté des images, eh bien qu'est-ce qu'on a? On a le titre de présentation et on a une petite description, d'accord? Et enfin, quand on descend encore un peu plus, ici donc on a les valeurs de l'entreprise avec une couleur assez sympa pour chaque valeur. Et enfin ici donc on a un footer, d'accord, un pied de page avec une image en arrière-plan et ça fait plaisir. Donc voilà ce qu'on va réaliser au cours de ce dernier tutoriel. Donc comme tu peux le voir, c'est assez sympa. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est de se placer par exemple au format mobile, d'accord? Et ici, donc par exemple, je suis au format iPad et là, comme tu peux voir, tout s'affiche bel et bien correctement, d'accord, avec la barre de navigation, la partie de présentation. Ici, on a les cartes qui s'affichent également correctement. Ici, on a le témoignage, la partie des cartes de présentation, ici les valeurs et enfin le footer, c'est-à-dire le pied de page. D'accord? Donc comme tu peux voir, tout s'affiche correctement. Si je me place par exemple sur iPhone 5 par exemple, vous allez voir qu'ici sur un tout petit format d'écran, on a bien tout qui s'affiche également correctement. Donc ici, on a bien tous les éléments qui s'affichent bel et bien. Donc voilà ce qu'on va réaliser au cours de ce dernier tutoriel. Bien évidemment, le code source de celui-ci, avec toutes les images, tout le code HTML, CSS, etc., se trouveront donc bien évidemment dans la description. Alors une fois que je vous ai présenté tout ça, eh bien on va pouvoir passer à la réalisation du tutoriel, du code source, d'accord? Donc premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien dans notre projet tuto, eh bien je vais venir créer un dossier, donc vous pouvez le créer sur votre bureau. Je vais l'appeler par exemple photographie, ok? Voilà, photographie. Dans ce dossier-là, eh bien, on va créer nos fichiers de base, c'est-à-dire index.html et style.css. Index.html pour le code HTML pour la structuration de la page et style.css pour le code CSS pour styliser la page. Alors ensuite, on va également créer, comme dans les autres projets, un dossier image pour stocker toutes les images du site. Ok? Alors ce que je vais déjà faire, c'est pourquoi pas aller dans mon projet qui est déjà fini. Je vais aller dans le dossier image et je vais donc copier toutes les images de ce dossier. D'accord? Comme ça, eh bien, je vais pouvoir les récupérer et les mettre dans mon projet actuel. D'accord? Vous, encore une fois, vous pourrez accéder au code source du tutoriel pour pouvoir télécharger toutes les ressources. Voilà, donc je vais fermer tout ça et je vais me rendre dans le dossier image de notre projet actuel et je vais coller toutes les images et comme vous pouvez le voir, eh bien, tout est bien à l'intérieur. C'est parfait. Alors maintenant, dans le code HTML, donc on va écrire du code HTML, on va venir donc mettre notre template de base HTML, d'accord? Donc ici, on a le code HTML de base avec l'HTML long ici pour mettre par exemple en français. Ici, on a la balise head, d'accord, pour notamment les balises méta, d'accord? Ici, MetaChar7 UTF-8 pour encoder la page pour permettre à la page d'afficher des caractères spéciaux. Ici, on a la balise de compatibilité pour Internet Explorer et Edge, donc ça, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Et ici, balise très importante, MetaName Viewport afin de pouvoir adapter au format mobile notamment.
Au niveau du title, donc au niveau du titre de votre page, de votre première page index.html, on va mettre par exemple photographie, pourquoi pas. Voilà. Alors ensuite, n'oubliez surtout pas de lier ce fichier HTML au fichier style.css. Et encore une fois, ici, alors pourquoi je dis encore une fois, puisque je le répète à chaque fois dans chaque tutoriel, ici, si vous avez votre fichier style.css qui se trouve dans un autre dossier de votre projet, donc par exemple ressources, par exemple, slash, et ici vous indiquez style.css, d'accord? Donc ça veut dire que votre fichier style.css se trouve dans le dossier ressources. S'il y a un autre sous-dossier dans le dossier ressources, eh bien vous spécifiez votre sous-dossier. Par exemple ici, style slash style.css, ok? Donc moi je vais retirer tout ça, tout simplement parce que mon fichier style.css se trouve dans le même dossier que index.html. Donc d'accord, donc ils sont côte à côte. Ok, donc une fois qu'on a créé notre template de base, eh bien on va pouvoir commencer à écrire nos premières parties de code HTML, ok? Alors premièrement, on va venir nous occuper des éléments de notre header. Alors c'est quoi le header? Eh bien c'est tout simplement cette grosse partie qui regroupe donc la barre de navigation, la petite présentation ici avec le petit bouton par là et les petites cartes de présentation. Alors pourquoi ces éléments sont regroupés dans un même bloc, donc dans le header? Tout simplement parce qu'ils ont le même background, d'accord? Si vous regardez bien, en fait, on a une image en arrière-plan. D'accord? Donc ici, eh bien, pour pouvoir mettre une seule et même image commune à chaque élément juste ici, eh bien, on les regroupe dans un même bloc. Ok? Puisque maintenant, si on descend au niveau de la page, vous pouvez voir que l'image n'est pas commune à chaque élément de notre page. Puisqu'ici, au niveau de cette section contenu là, cette section de contenu, cette section content, on va dire, eh bien, en fait, la background, eh bien, c'est du noir. D'accord? C'est une couleur noire. Alors qu'au niveau du header, c'est bien une image, d'accord? Donc tous les éléments qui se trouvent ici seront regroupés dans un même bloc pour avoir un même background, si vous voulez, d'accord? Donc ici, on va venir nous occuper du header, d'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Dans le fichier index.html, on va écrire header, tout simplement. Donc ici, la balise header nous permet de créer un en-tête, ok? Dans ce header-là, on va commencer par créer la première partie en code HTML, bien évidemment. Ici, on va venir nous occuper de la barre de navigation. Donc ici, comme on peut voir, au niveau de la barre de navigation, on a deux parties. On a le titre, enfin le nom de la page, d'accord, le nom de l'entreprise si vous voulez. Et ici, on a un petit bouton cliquable pour pouvoir afficher les autres liens. D'accord? Donc ici, comment faire? Eh bien, ça va être très simple. On va utiliser la balise nav en HTML pour la barre de navigation. Et on va attribuer un identifiant nav comme ceci et une classe nav. Alors à quoi ça va servir? Ça va nous permettre tout simplement d'appliquer notre effet de défilement quand on clique dessus. D'accord? Donc ça, c'est possible avec l'utilisation d'un tout petit code JavaScript. D'accord? Et pour pouvoir déclarer, pour pouvoir détecter, si vous voulez, la barre de navigation ici, eh bien en JavaScript, il va falloir utiliser l'identifiant de cette barre de navigation. Et ensuite, pourquoi la classe? Tout simplement parce qu'on va pouvoir modifier cette classe en JavaScript, par exemple en mettant responsive juste ici, pour appliquer des styles particuliers lorsque la barre de navigation possède la classe responsive. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas, vous allez voir ça plus tard lorsqu'on va venir nous occuper du code CSS de la barre de navigation. Donc pour l'instant, écrivez juste du code HTML. Dans la barre de navigation, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un titre, comme je vous ai dit, de niveau 1, d'accord? Un titre très grand. On va l'appeler par exemple Photoga, comme ceci. Donc ça sera le nom de l'entreprise. Donc je l'ai juste inventé. Donc ici, on va venir ouvrir déjà notre page dans un nouvel onglet. Et ici, comme vous pouvez voir, on a bien le titre qui s'affiche. Alors ensuite, on aura une liste, d'accord? Une liste qui va venir afficher des éléments qui sont des onglets, en fait, d'accord? Donc comment faire? Eh bien, pour créer une liste en HTML, vous faites UL, comme ceci, et à l'intérieur, vous allez mettre vos éléments, d'accord? Les éléments de votre liste. Donc en l'occurrence ici, nos onglets. Donc premièrement, on aura donc deux éléments. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ici, on a deux onglets, d'accord? Donc ici, vous allez mettre par exemple contact. Contact comme ceci, et ensuite on va venir mettre valeur, ok? Voilà, donc maintenant si vous actualisez votre page, eh bien vous allez voir contact et valeur. Alors ici vous allez me dire comment est-ce qu'on fait pour afficher les petites icônes qui se trouvent juste avant. Eh bien ça c'est possible grâce à l'utilisation d'une bibliothèque d'icônes externe qui s'appelle Font Awesome, que vous allez pouvoir donc intégrer dans votre projet.
Donc pour cela, eh bien, vous allez vous rendre dans Google et vous allez taper Font Awesome. Ok. Donc vous tapez Font Awesome avec un E bien évidemment à la fin. Vous cliquez sur le premier lien, d'accord? Voilà, donc il va charger la page. Donc excusez-moi pour cette connexion très très lente. Et ici, bien évidemment, vous allez tomber sur le site de Font Awesome et vous allez pouvoir cliquer par exemple sur Start for Free afin de télécharger la bibliothèque d'icônes. Si vous ne voulez pas donc télécharger directement toute la bibliothèque, vous pourrez utiliser ce qu'on appelle un CDN. Donc vous tapez sur Google, alors vous ouvrez un nouvel onglet et vous tapez Font Awesome CDN, d'accord? Donc en tapant ça, eh bien, vous allez pouvoir cliquer sur le premier lien, c'est-à-dire cdnjs.com. Vous cliquez dessus, d'accord? Et ici, eh bien, vous allez avoir plein de liens, d'accord? Je vous conseille de prendre le premier lien, d'accord? C'est celui qui marche le mieux. Donc vous allez cliquer ici sur la petite icône de balise, ok? Donc vous cliquez dessus et ensuite vous revenez dans votre fichier index.html et ici vous allez coller cette balise là, ce que vous venez de copier au niveau de votre section head. Ok. Donc maintenant, si vous actualisez votre page, alors vous pourrez retirer ces trois attributs là, integrity, cross origin et referrer policy. Donc on peut retirer tout ça. Et maintenant, si vous actualisez votre page, alors rien ne va se passer tout simplement parce que vous n'avez pas encore affiché d'icône de votre code HTML. Mais ici, on a bien la bibliothèque Font Awesome qui a été importée. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez aller dans votre site Font Awesome et ici, vous allez par exemple rechercher une icône. Donc moi, dans mon cas, ce sera par exemple Euro, pourquoi pas, Euro right. Voilà, donc une flèche vers la droite. Donc si on recherche ça, eh bien normalement il va venir nous afficher quelques icônes. Donc voilà, comme vous pouvez voir ici, il nous affiche des icônes qui peuvent nous intéresser. Donc les icônes en gris, ce sont des icônes payantes et les icônes en noir, ce sont des icônes gratuites. D'accord? Donc nous, on va venir prendre les icônes gratuites. Donc ici, alors je vais juste voir à quoi ça ressemble. Donc ici, c'est du blanc, ok. Donc ici, je vais descendre et je vais aller voir. Donc c'est celui-ci, ok. Donc c'est cette icône-là. Donc vous cliquez sur cette icône, d'accord. Voilà. Et ici, eh bien, il va générer du code HTML. Ici, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le code et ensuite, vous allez revenir dans votre fichier index.html et vous allez coller le code avant contact et avant valeur, comme ceci. Donc maintenant, si vous actualisez votre page, vous allez voir qu'ici, on a bien les icônes qui s'affichent correctement. Et ça, c'est parfait. Alors ici, vous allez également me dire comment on fait pour afficher la petite icône juste ici pour cliquer, d'accord, et ensuite afficher les autres onglets. Eh bien, en fait, ici, c'est un autre élément, c'est-à-dire c'est un autre onglet de notre liste. Ici, vous allez faire LI, voilà, et vous allez mettre votre icône. Donc ici, vous allez sur Font Awesome et vous allez taper, par exemple, hamburger, d'accord, puisque c'est une icône en forme d'hamburger, ok. Donc vous allez chercher cette icône hamburger sur Font Awesome et ici, donc voilà, vous allez avoir cette icône-là qui apparaît, d'accord. Donc vous cliquez dessus, voilà. Donc ça va charger, ça charge, voilà. Et ici, vous allez copier le code HTML généré. Et vous allez le coller au niveau de votre onglet. Maintenant, si vous actualisez votre page, vous allez voir qu'ici, on a bien la petite icône d'onglet qui s'affiche. Ok. Alors, ce qu'on va venir faire, c'est par contre, au niveau du LI, attribuer une classe, d'accord, enfin un identifiant plutôt label, d'accord. Donc cet identifiant label là, on va pouvoir l'utiliser pour styliser tout ça dans le CSS, pour styliser notre onglet dans le CSS, mais également pour le détecter en JavaScript, d'accord, pour détecter notamment lorsque l'utilisateur va cliquer dessus en JavaScript, ok. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir ici, on a terminé la création de notre barre de navigation, d'accord. Donc on a bien le titre, la liste des onglets avec chaque onglet à l'intérieur et notamment notre icône pour cliquer dessus, d'accord. Donc pour le moment, on laisse comme ça puisqu'on n'a pas encore écrit de code CSS ni de code JavaScript, d'accord. Donc ici, c'est juste du code HTML qui va venir structurer et afficher nos éléments, ok. Donc c'est parfait pour le code HTML de la barre de navigation. Maintenant, on va venir nous occuper de la
seconde partie, c'est-à-dire le titre qui se trouve ici au niveau du header. Donc ça va être très simple. On va venir donc sortir de la barre de navigation et on va juste mettre un titre de niveau 1, d'accord? Et on va venir copier le texte, d'accord? Et on va le coller juste ici. Et ensuite, à l'endroit, d'accord, où il y a un saut de ligne, eh bien, vous pouvez mettre un saut de ligne en HTML. Donc, pour cela, vous mettez la balise PR, comme ceci. Voilà, donc maintenant, si vous actualisez votre page, vous allez voir qu'ici, on a bien le titre qui s'affiche avec le saut de ligne qu'il y a ici. Ensuite, on va pouvoir nous occuper du petit bouton qui nous indique de scroller la page. Ok. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est très simple. Vous utilisez la balise button en HTML et ici, donc, vous allez copier le texte. Donc, je vais copier le texte. Alors, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas le sélectionner. C'est pas grave. Donc, je mets scroller pour en savoir plus. Voilà, et avant, eh bien, on va mettre la petite icône juste ici, d'accord, une flèche qui va vers le bas. Donc, on va revenir dans Font Awesome et on va venir chercher Arrow Down, pourquoi pas, d'accord. Donc, on cherche flèche bas, ok. Donc ici, ça va charger, ok. Donc ici, il va nous afficher normalement toutes les icônes et nous, on va venir donc sélectionner, si je ne me trompe pas, ok. Donc, on va sélectionner cette icône, d'accord. Ou bien celle-là, je m'en souviens plus. Ouais, je pense que c'est celle-là. Donc, je vais sélectionner cette icône-là, d'accord? Et donc, ici, je vais copier le code HTML. Donc ici, je vais coller avant le texte du bouton. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, on va pouvoir actualiser la page. Et ici, vous allez voir qu'on a bien tout qui s'affiche correctement. Donc, le bouton s'affiche correctement avec l'icône et le texte. OK. Alors, une fois qu'on a terminé avec le texte, le titre principal et le bouton, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, on va pouvoir nous occuper de la section du header qui affiche donc toutes les cartes qui se trouvent ici. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, dans le header, on sort du bouton et on va venir créer une section qui va s'appeler Small Cards, ok, pour les petites cartes. D'accord? Donc ici, vous faites section classe Small Cards. Dans cette section, comme je vous l'ai dit, on va venir créer quelques cartes. Ok? Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va venir faire? Eh bien, vous allez créer des blocs, d'accord? Des divs en HTML. Donc les divs, c'est tout simplement des boîtes qui vont stocker des éléments. Ok? Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va créer des divs qui vont s'appeler Small Cards, comme ceci, sans S cette fois-ci, puisque c'est une seule carte. Et vous allez en créer par exemple 4. Donc ici, x4. Voilà. Donc vous faites div class small card, div class small card, div class small card, etc. Ok? Donc vous faites ça 4 fois. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, au niveau de chaque carte, eh bien, vous allez pouvoir attribuer un identifiant unique. Pourquoi? Puisque ici, au niveau des cartes, en fait, vous avez une image d'arrière-plan qui lui est propre, d'accord? Donc par exemple pour la première carte, on a une image de bâtiment ici en arrière-plan, d'accord? Et au niveau de la deuxième carte, on a un bureau en arrière-plan. Ici au niveau de la troisième, on a de la nourriture en arrière-plan et ici on a des personnes en arrière-plan, d'accord? Donc comme tu peux voir, à chaque fois, c'est pas les mêmes images d'arrière-plan. Donc ici, il va falloir donc spécifier des identifiants uniques à chaque carte pour pouvoir les appliquer par la suite des images en arrière-plan qui leur sont uniques. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On met ID par exemple SC1 pour small card numéro 1. Ici, pour la deuxième carte, ça sera SC2 pour small card 2. Ici, ça sera small card 3, donc SC4, 3 pardon, et ici, ça sera SC4. Voilà. Alors ensuite, eh bien, dans chaque carte, eh bien, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va mettre tout simplement un titre et une description. Comme on peut le voir ici, au niveau du projet final, on a bien, alors ici je ne sais pas pourquoi l'image ne s'affiche pas, je vais actualiser, voilà. Et ici, au niveau de chaque carte, on a bien un titre, d'accord, qui présente la carte tout simplement, et on a une petite description, d'accord? Donc pour cela, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, dans chaque carte, alors je vais sélectionner le contenu de chaque carte comme ceci. Eh bien, on va mettre un titre de niveau 4, donc c'est un titre assez petit, d'accord? Un H4. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met X pour le moment, d'accord? Et ensuite, on va mettre également un paragraphe, on va mettre Y, ok? Et du coup, pour chaque carte, on va remplacer X par le titre. Donc ici, on va mettre par exemple architecture. Voilà. Ensuite, le paragraphe, ça sera service de photo, comme ceci. Ensuite, pour la deuxième carte, ça sera entreprise. Voilà. Au niveau de la description, ça sera photo d'événement.
événement, voilà. Ensuite, au niveau de la troisième carte, ça sera restaurant, d'accord? Donc, c'est tous les services de l'entreprise, en fait. Et ici, on aura photo de nourriture, voilà. Et enfin, donc pour la dernière carte, ça sera personnel. Et ça sera ici mariage, anniversaire. Voilà. Donc maintenant, si j'actualise ma page, voilà, donc mon projet actuel, donc je vais l'actualiser et vous allez voir ici qu'on a bien donc nos cartes, le contenu de nos cartes qui s'affiche. Ok. Donc pour le moment, on n'a pas les images. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas encore affiché d'image d'arrière-plan en CSS. Ok. Donc voilà, on a terminé pour toutes les parties de notre header. Donc comme vous pouvez voir ici, on a la barre de navigation, on a le titre, le bouton et enfin donc on a la petite section qui affiche donc toutes nos cartes, donc les 4 cartes. Alors une fois qu'on a terminé la réalisation de cette section du header, eh bien qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir nous occuper du contenu, d'accord? De la section content, ok? Puisque ici, comme on peut le voir, eh bien on sort du header, on n'a plus le même arrière-plan et ici on tombe dans une nouvelle section qui possède donc un arrière-plan noir et à l'intérieur on a plusieurs éléments avec un témoignage, des cartes de présentation et ici des valeurs, d'accord? Et ensuite avec le pied de page, eh bien on va reavoir tout simplement notre arrière-plan d'image, ok? Donc ici, comme on peut voir, eh bien on a une nouvelle section qu'on va appeler content pour le contenu, ok? Donc ici on va sortir du header et on va créer une nouvelle section, comme je vous l'ai dit, qui va s'appeler content, donc la classe content. Dans cette section, on va venir premièrement nous occuper de la section du témoignage, ok? Donc ici, comme vous pouvez voir, on a un témoignage qui s'affiche avec l'auteur et son post, ok? Donc ici, on va venir créer la section du témoignage en HTML pour l'instant, ok? Pour l'instant, puisque dans une seconde partie, on va venir nous occuper du code CSS. Donc ici, on va venir créer la section testimonials pour les témoignages et à l'intérieur, on va mettre un seul témoignage, donc ici div testimonial, ok? On va créer une boîte qui va s'appeler testimonial et voilà. Donc ici, vous créez une section pour les témoignages, donc testimonials, et une div testimonial puisqu'on aura un seul témoignage. Ensuite, si vous avez plusieurs témoignages, vous pourrez donc copier-coller la même div plusieurs fois, ok? Donc à l'intérieur de notre div testimonial, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien premièrement, ici, on va mettre la petite icône qui s'affiche juste ici en violet, d'accord? Donc cette icône-là, on va pouvoir la récupérer grâce à l'utilisation de la bibliothèque Font Awesome. Donc je tape Font Awesome sur Google, encore une fois, et je clique sur le site internet de Font Awesome. Donc normalement, je devrais tomber sur le site de Font Awesome s'il veut bien charger, voilà. Et au niveau des icônes, je recherche donc quote pour citation. Donc voilà, donc je tape quote sur la barre de recherche, il va actualiser la page et il va venir m'afficher toutes les icônes de citation. Donc ici, je vais sélectionner celle-ci, d'accord? Voilà, donc ça va charger. Alors excusez-moi pour cette connexion très très lente. Et ici, je copie le code HTML et je le colle juste ici. Ensuite, eh bien, on va mettre le témoignage. Donc, je vais mettre un titre de niveau 2 et je vais venir copier le témoignage en question. Voilà. Et en dessous, on va mettre donc un paragraphe avec la classe author, d'accord, pour l'auteur. On va mettre Patrick le boss, je ne me trompe pas, le beau gosse, le beau gosse, voilà. Et en dessous, eh bien, on va mettre une petite balise small pour un mini title en fait, et on met par le PDG de UDL. Ok. Donc maintenant, si j'actualise ma page, ici vous allez voir qu'on a bien le témoignage qui s'affiche, ok, qui n'est pas encore stylisé puisqu'on n'a pas encore stylisé tout ça en CSS. Ensuite, eh bien, on va pouvoir nous occuper de la section juste en dessous, c'est-à-dire avec les cartes de présentation. Donc ici, comment on fait? Eh bien, on va sortir de la section Testimonials en restant toujours dans la section Content et on va venir créer une section qu'on va appeler Presentation Cards, ok? Donc pour les cartes. Donc ici, on va mettre un S à card puisqu'on a plusieurs cartes. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va créer par exemple 3 cartes, ok? Donc on va créer 3 divs, 3 blocs. On va les appeler par exemple Presentation Card, mais cette fois-ci sans le S, ok? Donc ici, on va en créer 3 par exemple, voilà. Donc vous faites div class Presentation Card, div class Presentation Card x3, ok? Et à l'intérieur, qu'est-ce que vous allez mettre? Premièrement, vous allez mettre une image.
D'accord? Donc, je vais sélectionner chaque carte. Donc, vous mettez une image. Au niveau de la source, eh bien, vous allez mettre image slash pour le moment, puisqu'on n'a pas encore spécifié les images. Et au niveau de la description, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre premièrement professionnel. Voilà. Dans la deuxième carte, je vais mettre perfection. Et dans la troisième carte, je vais mettre gratuit. Ok, donc ça, c'est juste les descriptions d'images, c'est pas très intéressant. Ensuite, eh bien, on va pouvoir également mettre un titre principal aux cartes. Donc, on va mettre par exemple un petit titre de niveau 3. Donc ici, je vais mettre X pour le moment. Et ensuite, on va mettre un paragraphe. Donc ici, je vais mettre Y pour l'instant. Ok. Donc, on va remplacer X et Y par les titres et les descriptions. Donc ici, premièrement, on va prendre tout professionnel pour la première carte. On va prendre également la description. Voilà. Ici, pour la deuxième carte, je copie également le titre. Pareil pour la description. Voilà. Et enfin, pour la troisième carte, donc je vais copier le titre et pareil pour la description. Donc maintenant, eh bien, si j'enregistre tout ça et que j'actualise ma page, vous allez voir que maintenant, on a bien nos 3 cartes qui s'affichent. Alors, les images ne s'affichent pas, c'est normal, simplement parce qu'ici, on avait mis juste le dossier image, ok, image slash. Alors, cette fois, pour la première image de carte de présentation, je vais mettre ici image slash 5.jpg, ok, puisque dans mon dossier image, j'ai une image qui s'appelle 5.jpg, ok, c'est la 5e image de notre site. Les images 1, 2, 3 et 4, ça sera tout simplement les images des cartes de présentation qui se trouvent dans le header. Ok. Donc ensuite, pour la deuxième carte, on va mettre 6.jpg. Donc image slash 6.jpg. Et pour la troisième carte, on va mettre 7.jpg. Ok. Maintenant, si vous actualisez ici, vous allez voir qu'on a bien nos images qui s'affichent. Voilà. Donc comme vous pouvez voir ici, on a réussi à créer nos cartes en HTML. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va pouvoir passer à la section des valeurs. Donc pour cela, on va donc sortir de la section des cartes de présentation, c'est-à-dire Presentation Cards. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va venir créer une section qu'on va appeler Values Presentation, d'accord, pour la présentation des valeurs. À l'intérieur, on va déjà mettre un titre de niveau 1. Donc je vais copier ici, nous sommes fiers de nos valeurs, comme ceci. Et ensuite, on va créer une div, donc une boîte, qui va s'appeler values, donc qui possédera la classe values. Et dedans, on aura toutes les valeurs. Donc, on va mettre des titres principaux de niveau 1, d'accord? On va en mettre combien? On va mettre pour l'instant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on met x 10, comme ceci. Il va nous créer donc 10 balises H1, d'accord? Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc, déjà, on va mettre hashtag qualité. Ensuite, on va mettre hashtag moderne, hashtag simple, hashtag artistique. Voilà. Ensuite, pour le 5e, on va mettre hashtag force. Pour le 6e, on va mettre hashtag créativité. Voilà. Ensuite, on met réalisme. Ensuite, discrétion. Alors, vous pouvez passer cette étape, bien évidemment. Perfectionnisme. Et enfin, la 10e, ça sera et bien d'autres. Voilà, comme ceci. Super. Donc maintenant, si j'actualise ma page, vous allez voir qu'ici, on a bien donc la section des valeurs qui s'affiche avec toutes nos valeurs et nos hashtags. Ok? Donc ça, c'est parfait. Eh bien, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de nous occuper du code HTML du pied de page, d'accord? Du footer en fait. Donc en fait, comme vous pouvez le voir ici, notre footer possède un arrière-plan qui lui est propre, qui est une image tout simplement. La même image qu'il y a au niveau du header, ok? Donc ici, on doit sortir de la section content, puisque sinon on aura la background color en noir en CSS par la suite, ok? Donc ici, il va falloir sortir de notre section et on va venir créer une balise qu'on va appeler footer. Dans ce footer-là, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien, on va créer comme ça 4 colonnes. Donc pour cela, eh bien, dans la valise footer, qu'est-ce qu'on va venir mettre? Eh bien, on va venir créer 4 divs, d'accord, qui posséderont toutes la classe colonne, ok? Donc ici, on va venir créer des divs qui posséderont les classes colonnes, ok? Ensuite, eh bien, on va créer 4 comme ça, ok?
Et dans chaque div, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien, c'est très simple. On va tout simplement mettre un titre de niveau 3 déjà pour le titre de chaque colonne. Ok, donc je vais mettre X juste à l'intérieur. Et ensuite, eh bien, on va créer par exemple 3 paragraphes au niveau de chaque colonne. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va pouvoir remplacer le titre de niveau 3 par chaque titre qu'on a au niveau du projet final. Donc ici, ça sera événement. Ensuite, au niveau du second, ça sera recrutement. Donc ici, on remplace X par recrutement. Ensuite, on aura entreprise. Et enfin, on aura réseau. Ok, voilà. Et ensuite, eh bien, on va remplacer donc tous les paragraphes par ce qu'on a ici. Donc ici, je vais copier festival de la photo. Ensuite, ouverture à Nantes. Voilà. Ensuite, Paris 2023. Bam. Pour la deuxième colonne, on va faire la même chose. Donc, faire un stage. Ensuite, alternance. Bam. Postuler CDD. Pardon, j'arrive pas à sélectionner du tout. Postuler CDD. Bam. Et on va rajouter un autre paragraphe puisqu'on n'avait que 3. Donc ici, postuler CDI. OK. Ensuite, au niveau du de la troisième partie, donc on va mettre chiffre d'affaires, mention légale. D'accord? Donc en fait, vous remplacez juste le texte par ce qu'on a déjà. D'accord? Ou bien vous mettez ce que vous voulez. Donc ici, au niveau du réseau, on va mettre Instagram, Facebook. Et enfin, eh bien, on aura LinkedIn, tout simplement. Maintenant, eh bien, si on enregistre tout ça et que maintenant j'actualise ma page, vous allez voir qu'ici, on a bien donc le pied de page qui s'affiche correctement. Eh bien, une fois qu'on a terminé l'écriture du code HTML, donc c'était assez lent, mais c'est pas grave, eh bien, on va pouvoir nous occuper du code CSS, c'est-à-dire qu'on va venir styliser toute notre page, tout ce que nous avons au niveau de notre page, pour obtenir une page qui ressemble au projet final, c'est-à-dire à ça. D'accord? Donc c'est parti. Alors maintenant, eh bien, on va venir styliser tous les éléments de notre page grâce à du code CSS. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on va venir faire? Si vous allez dans votre projet actuel, eh bien, vous allez voir que la police ne ressemble pas du tout à celle qu'on a au niveau de notre projet. Donc pour cela, eh bien, on va pouvoir importer la police qu'on a au niveau du projet final dans notre projet actuel. D'accord? Alors bien évidemment, vous pourrez utiliser des polices qui existent déjà, qui vous sont proposées par votre navigateur, par CSS. Ok? Donc moi, ma police que j'ai envie d'utiliser n'est pas encore disponible directement dans CSS. Ok? Donc pour cela, eh bien moi, ce que je dois faire, c'est tout simplement d'importer une police via une bibliothèque de police. Donc moi, la bibliothèque de police que j'utilise se nomme Google Fonts. Donc vous allez taper Google Fonts, ok, sur Google bien évidemment, et vous allez voir que le site apparaît en premier puisqu'il est bien référencé, tout simplement parce qu'il appartient à Google. Donc vous cliquez sur Google Fonts, ok, donc c'est une bibliothèque de police très connue, d'accord. Et ici, eh bien, vous allez avoir plein de polices, ok. Donc si vous ne la trouvez pas directement, eh bien, vous allez pouvoir rechercher votre police. Donc ici, vous mettez par exemple Montserrat, puisque c'est la police que j'utilise dans ce projet. Je clique dessus, donc je clique sur la police qui apparaît. Et ici, vous allez voir qu'il va nous générer une page de style. Ok. Et ici, bien évidemment, vous allez avoir tous les styles disponibles pour votre police. D'accord? Donc moi, personnellement, je vais prendre le Light 300 et le Regular 400. Ok. Donc ici, si vous voulez par exemple modifier le texte, vous pouvez. Donc ici, par exemple, je peux mettre bonjour à tous. Ok. Voilà, donc ici du coup ça va s'appliquer normalement sur tous les autres styles. Voilà, donc ici comme vous pouvez voir ça s'applique à peu près partout. Et ici, eh bien, pour sélectionner le style, par exemple le Light 300, vous cliquez sur Select this style. Ici, il vous propose de soit intégrer directement la police dans votre balise head grâce à une balise link en HTML, soit l'importer grâce à une ligne de code CSS. Donc moi, eh bien, je préfère l'importer grâce à une ligne de code CSS en cliquant sur Import. Ok. Ici, il va vous générer du code, vous allez le copier et vous allez le coller juste ici. Ensuite, juste dans votre fichier style.css, ok. Donc ensuite, eh bien, on va pouvoir copier la propriété font family pour l'appliquer sur les éléments dont l'on souhaite appliquer les styles de la police, ok. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, nous, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement tous les éléments de notre corps de page, c'est-à-dire de notre body, eh bien, on va les appliquer cette police, ok. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Dans notre fichier style.css, on déclare notre sélecteur body, c'est-à-dire le corps de notre page. Et qu'est-ce qu'on va venir faire? Eh bien, on va tout simplement coller la propriété font family Montserrat sans serif.
Donc maintenant, si vous actualisez votre page, vous allez voir qu'ici, alors je vais actualiser, vous allez voir qu'ici, on a bien donc la police qui s'affiche bel et bien au niveau de notre page et ça, c'est parfait. Donc maintenant, une fois qu'on s'est occupé de la police, on va pouvoir également appliquer quelques styles, une seule propriété à notre body, c'est-à-dire le fait de retirer les marges qui se trouvent sur les côtés et notamment en haut et en bas. Ok ? Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On met margin 0, tout simplement pour retirer toutes les marges qui se trouvent à l'extérieur de notre body, ok, de notre corps de page. Donc maintenant, si vous faites ça, margin 0, eh bien, il va venir retirer donc toutes les marges qui se trouvaient à droite, à gauche, en haut et en bas de votre body. Ok. Et bien maintenant, une fois qu'on a fait ça, eh bien on va pouvoir nous occuper du header. Ok, donc premièrement, on va appliquer quelques styles à la balise header en elle-même, juste ici au niveau du code HTML. Donc ici, on avait le header qui stockait la barre de navigation, le titre, le bouton pour défiler et ici les sections des petites cartes. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait au niveau du header? Donc vous tapez, vous sélectionnez header. Et ici, déjà, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va tout simplement venir appliquer un arrière-plan, une image en arrière-plan. D'accord? Donc pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on peut utiliser tout simplement la propriété background. Et ici, eh bien, vous allez pouvoir mettre l'URL de l'image et vous allez mettre votre image. Ok? Mais sauf qu'ici, comme vous pouvez voir au niveau de mon arrière-plan, de mon projet final, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, c'est la luminosité en fait de notre image d'arrière-plan a été baissée, ok, puisque j'ai appliqué des couleurs sombres au niveau de de cette image, tout simplement, d'accord? Donc pour cela, qu'est-ce que je fais? Eh bien, au lieu de mettre directement URL ici, eh bien, je vais appliquer un dégradé, d'accord? Je vais appliquer un dégradé au niveau de l'image, ok, au niveau du background. Donc ici, je vais mettre linear gradient comme ceci et je vais mettre une couleur noire, mais sauf qu'ici, je vais utiliser un code RGBA. Pourquoi RGBA? Puisque RGB, c'est-à-dire red, green, blue, ok, rouge, vert, bleu, et A pour alpha, ça veut dire la transparence ou l'opacité. Donc on va pouvoir gérer la transparence ou l'opacité de l'image. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va mettre du noir, donc comme couleur, donc je vais mettre 0,0,0 pour red, blue, green, ok, donc ça donne du noir, et pour l'opacité, je vais mettre du 0,5. Ensuite, je vais remettre RGBA 0,0,0,05, ok. Donc ça représente tout simplement notre deuxième couleur au niveau du dégradé, d'accord. Linear gradient nous permet d'appliquer des dégradés de couleurs, d'accord. Et ensuite, eh bien, on va mettre une virgule de séparation et on va appliquer notre deuxième valeur, c'est-à-dire URL. Et vous mettez l'adresse de l'image, d'accord? Donc vous mettez URL, parenthèse, apostrophe, et vous mettez l'adresse de votre image. Donc moi, ça sera le dossier image, donc ça sera image, slash, et ici, donc je vais mettre background.jpg. Et maintenant, eh bien, si vous faites ça, vous allez voir que vous avez bien votre image qui s'affiche en arrière-plan avec le dégradé de couleur en noir qui s'applique, ok? Avec l'opacité normalement qui est gérée avec la valeur alpha. Alors une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire également? Eh bien on va pouvoir mettre la propriété background size à cover pour couvrir la totalité de notre section header de l'image. Ok? Donc comme vous pouvez voir ici, on commence à bien voir l'image. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir centrer l'image au milieu du header. Donc pour cela, vous mettez background position center, tout simplement. Voilà. Donc maintenant, si vous actualisez votre page, vous allez voir que votre image sera centrée au milieu de votre page. Ok? Alors ensuite, ce qu'on va pouvoir faire également, c'est pourquoi pas d'appliquer des marges de séparation entre les bordures de notre header et le contenu. D'accord? Ça nous permet d'aérer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça nous permet de mettre des marges à l'intérieur du header. Donc pour cela, normalement, vous connaissez déjà, c'est padding. Et vous mettez par exemple une marge entre la bordure haute et le contenu de 20 pixels, et pareil pour la bordure basse et le contenu. Donc on met 20 pixels en haut et en bas, et on met 10% à droite et à gauche. Ok? Donc si vous faites ça, eh bien vous allez voir que les marges s'appliquent correctement. Alors ici on ne voit pas trop la couleur du texte, donc ici on peut mettre color white pour mettre la couleur du texte en blanc. Donc maintenant, comme vous pouvez voir, eh bien, on voit bien le texte de notre header, et comme vous pouvez voir, on a bien le header qui s'affiche correctement avec l'arrière-plan et le texte, ok, et les marges. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est pourquoi pas de mettre une hauteur de 100%.
Voilà. Ok, donc une fois qu'on a terminé avec le sélecteur des headers, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, on va pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire la barre de navigation. Donc comment on fait? Eh bien rappelez-vous, dans la barre de navigation ici, qui se trouve dans le header bien évidemment, eh bien on avait un titre de niveau 1, alors juste ici, et on avait une liste d'onglets, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc premièrement, on va déclarer header en nav, puisque nav, la balise nav se trouve dans le header. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va tout simplement, premièrement, mettre position relative pour pouvoir positionner les éléments de la barre de navigation par la suite par rapport à cette barre de navigation. Une fois qu'on a fait ça, eh bien on va pouvoir maintenant mettre une marge en dessous, par exemple, de 70 pixels. Donc en dessous de notre barre de navigation, on va mettre une marge de 70 pixels afin de pouvoir la séparer du contenu suivant. Ok? Donc pour cela, vous mettez margin bottom de 70 pixels. Donc si vous actualisez votre page maintenant, vous allez voir qu'on a un grand espace qui apparaît entre la barre de navigation et le contenu suivant. Une fois qu'on a fait ça, eh bien on va pouvoir nous occuper cette fois-ci de l'élément H1, c'est-à-dire du titre de la page, c'est-à-dire Photoga. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On spécifie header nav H1 puisque le H1 se trouve dans la barre de navigation et on modifie la taille du texte à 20 pixels. Donc vous mettez font size 20 pixels, ok? Donc à ce moment-là, eh bien la taille du texte a bien été modifiée. Alors une fois qu'on a fait ça, alors ici je ne sais pas si vous voyez bien, mais au niveau de chaque élément de notre liste, donc au niveau de chaque onglet, on a un petit point qui apparaît juste à gauche, d'accord? Donc comment retirer ça? Eh bien c'est très simple, vous faites header nav UL, cette fois-ci, donc la liste qui se trouve dans la barre de navigation. Qu'est-ce qu'on fait? On fait list style type none, ok? Donc list-style-type none point virgule, ok? Donc maintenant, si vous actualisez, vous allez voir que les points disparaissent. Super. Alors une fois qu'on a fait ça, eh bien on va pouvoir nous occuper des liens, d'accord? Donc ces liens-là, qu'est-ce qu'on va venir les faire? Eh bien on va tout simplement les masquer pour le moment, d'accord? Alors c'est pas des liens, c'est tout simplement des éléments de notre liste. Donc pour pouvoir masquer ces éléments de la liste pour le moment, eh bien vous mettez juste un display none. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce qu'on masque ces éléments de notre liste, eh bien ça nous permet tout simplement de laisser l'onglet juste ici. Et quand on clique dessus, c'est à ce moment-là qu'on va afficher les deux onglets, d'accord? Donc pour le moment, par défaut, on masque les onglets de notre liste. Et quand on va appuyer sur le bouton pour afficher les onglets, eh bien ça affiche les deux onglets. Ok? Donc pour le moment, par défaut, on va venir masquer donc les onglets. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On fait header nav ul li, donc les li, les éléments li ici qui se trouve dans notre liste, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On met display none, ok? Voilà. Donc maintenant, eh bien, nos éléments seront masqués. Alors je vais juste rajouter également un curseur à pointeur. Pourquoi? Pour que par la suite, lorsque je place mon curseur au-dessus de nos onglets, eh bien ça se modifie en un pointeur. D'accord? Donc ça nous permet d'indiquer à l'utilisateur de cliquer sur l'onglet. Ok? Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien par contre, pour l'onglet qui affiche l'icône pour cliquer là-dessus, eh bien, il va falloir en fait l'afficher, cet onglet-là, d'accord? Cet onglet qui possédait, rappelez-vous, l'identifiant label, eh bien, il va falloir l'afficher, il ne faut pas le masquer, sinon l'utilisateur ne pourra pas cliquer dessus. Donc pour cela, il faut faire header nav ul, et ici, vous spécifiez l'identifiant label. Donc vous mettez hashtag label, donc l'élément qui possède l'identifiant label, c'est notre icône, et vous allez le mettre, par contre, à display block pour l'afficher, d'accord? Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien pour le moment, votre onglet label va s'afficher. Ok? Alors ce qu'on peut faire également, c'est pourquoi pas modifier la couleur des onglets lorsqu'on place le curseur dessus. Donc pour cela, vous faites header nav ul li, donc vous recopiez le même sélecteur, mais cette fois-ci vous mettez deux points over, c'est-à-dire la pseudo-classe over, afin de pouvoir détecter lorsque l'utilisateur place son curseur au-dessus de nos onglets. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On modifie la couleur en gris, donc pour cela vous mettez color de point hashtag ccc. Donc une fois qu'on a fait ça, et bien maintenant si j'actualise ma page et que je place mon curseur au-dessus de l'onglet, ici comme vous pouvez voir, et bien la couleur a bien été modifiée en gris. D'accord? Donc ça c'est parfait.
Alors maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est que ici, si vous regardez bien, notre petit onglet pour afficher les autres onglets, donc notre onglet cliquable, si vous voulez, ne s'affiche pas bien. Pourquoi? Parce qu'il faut le placer au même niveau que notre titre. Si vous regardez dans notre projet final ici, vous allez voir que ici, en fait, notre onglet se place bien au même niveau que notre titre. Et d'ailleurs, il se place sur le côté droit de la barre de négation. Donc pour cela, comment faire? Eh bien, rappelez-vous, au niveau de la barre de négation, on a mis position relative, ce qui nous permet de positionner tous les éléments enfants de cette barre de négation par rapport à cette barre de négation, ok? Et pas par rapport à la page du body, ok? Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Dans le label, qu'est-ce qu'on va venir faire? Eh bien, c'est très simple. On met position absolute pour pouvoir le positionner par rapport à la barre de négation, par rapport à son parent. Et par rapport à la barre de négation, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, à partir du bord haut de la barre de négation, on descend de 5 pixels pour pouvoir le placer au même niveau que le titre. Donc, vous mettez top, comme ceci, 5 pixels. Donc, si vous actualisez votre page, vous allez voir qu'ici, maintenant, votre petit élément se place au-dessus du titre, au même niveau du titre. Eh bien, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est que par rapport au bord droit de la barre de négation, on le déplace pas, donc on le laisse à droite, ok, au coin de la barre de négation. Donc pour cela, on met right 0, d'accord? On le déplace de 0 par rapport au coin droit de la barre de négation. Et maintenant, vous allez voir qu'ici, notre petit élément, d'accord, notre petit onglet se place bien à droite et au même niveau que notre titre principal. Et ensuite, eh bien, on va pouvoir également modifier la taille du texte. Donc, on va mettre par exemple font size, la même taille que notre élément H1. Donc, on va mettre font size 20 pixels, comme ceci. Donc, si vous actualisez votre page maintenant, vous allez voir que vos éléments s'affichent bel et bien. Alors maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement de gérer le fait de cliquer sur l'onglet et d'afficher les deux autres onglets. Donc comment faire? Eh bien comme je vous l'ai dit, on va venir utiliser du JavaScript, ok? Donc comment faire? Eh bien ça va être très simple. Dans votre fichier HTML, eh bien vous allez tout simplement descendre jusqu'au bout en fait de votre code. Et ici, avant la fermeture de votre body, eh bien on va venir écrire script. Donc vous mettez la balise script et à l'intérieur, eh bien vous allez pouvoir exécuter du code JavaScript. Alors ici, qu'est-ce qu'on va venir faire? Ne vous inquiétez pas, ça va être très simple. On va venir créer une fonctionnalité. Donc pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle les fonctions en JavaScript. Donc vous allez créer function comme ceci et vous allez le nommer. Donc par exemple ici, on va l'appeler showNav pour afficher les éléments de la barre de négation. Ensuite, vous mettez des parenthèses et vous ouvrez des accolades pour faire des blocs comme en CSS. Ensuite, eh bien, il va falloir récupérer la barre de négation pour pouvoir le détecter. D'accord? Donc ici, pour pouvoir récupérer l'élément nav, eh bien, on va pouvoir utiliser tout simplement son identifiant. D'accord? Donc on utilise l'identifiant nav, donc l'id nav, afin de récupérer tout l'élément nav. Ok? Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ça va être très simple. Vous allez créer une variable, donc voilà, var, comme ceci, et vous allez l'appeler comme vous voulez. Donc par exemple, nav, ou bien moi, je vais l'appeler tout simplement x, comme ceci. Et ici, qu'est-ce qu'on va venir faire? Vous allez faire document.getElement by id, comme ceci, donc document.getElementById, et vous mettez parenthèse, apostrophe, et vous allez écrire nav, donc l'identifiant de votre barre de négation. En faisant cela, eh bien, il va stocker dans la variable x, d'accord, l'élément nav tout simplement qui possède l'identifiant nav, ok. Donc ici, on récupère dans le document l'élément qui possède l'identifiant nav, ok, getElementById nav, ok. Donc ça, normalement, vous connaissez si vous avez vos bases en JavaScript. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh bien, il va falloir écrire notre mini algorithme, ok. Donc, comment faire? Eh bien, en fait, ça va être très simple. On va venir dans le projet et vous allez voir qu'on va qu'on va expliquer tout ça, d'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Alors ici, je vais juste aller au niveau de la barre de négation, donc je ne sais pas si vous voyez bien. Mais ici, eh bien, on a la barre de négation, d'accord? Dans le header, on a bien la barre de négation au niveau du code HTML. Ici, ce qu'on va venir faire, c'est que quand l'utilisateur va cliquer sur le bouton sur l'onglet, eh bien, on va pouvoir, au niveau de la classe, d'accord? Au niveau de la classe de la barre de négation qu'on a attribuée au départ, eh bien, on va pouvoir rajouter une autre classe, d'accord? On va rajouter une deuxième classe, donc pour cela, vous mettez espace. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, vous allez rajouter la classe show,
Ok? Alors bien évidemment, ici, ne faites rien pour le moment. Ça, c'est juste un truc d'explication pour vous expliquer ce qu'on va venir faire. D'accord? Mais pour le moment, ici, vous ne faites pas la même chose que moi. Vous regardez juste ce que je suis en train de faire. Donc ici, comme je vous l'ai dit, quand l'utilisateur va cliquer sur l'onglet, eh bien la classe va se modifier en nav show et non plus nav. Ok? Donc en fait ici on a deux classes, on a nav et show, ok? Alors que par défaut on avait juste nav, ok? Et du coup, eh bien quand l'utilisateur va venir refermer la barre de négation, eh bien on va pouvoir retirer show et on laisse par défaut à nav, ok? Donc c'est juste ça le système en JavaScript. Quand l'utilisateur clique sur l'onglet, on met la classe à show. Et ensuite, quand il reclique sur l'onglet pour masquer les autres onglets, eh bien, on remet à nav. Ok, donc on efface show tout simplement. Et à quoi ça sert de faire ça? Eh bien, tout simplement, par la suite, en CSS, lorsque la classe de la barre de négation, ça sera à show, d'accord? Eh bien, en CSS, on va pouvoir appliquer des styles particuliers à la barre de négation qui possède la classe show. Ok? Cependant, eh bien, lorsque ça sera juste à nav, eh bien, on va juste appliquer les styles par défaut qui étaient ici, d'accord? Donc, qui étaient ici, qu'on vient d'écrire en fait dans le code CSS, d'accord? Donc ici, par défaut, c'est à nav. Ok. Donc maintenant, ça, c'était juste pour vous expliquer. Et bien maintenant, il va falloir écrire le code JS qui va venir tout simplement modifier cette classe. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Dans le fichier index.html, on revient dans le code JavaScript. Et ici, on va écrire une condition. On va vérifier déjà si class name, c'est-à-dire le nom de la classe de notre élément barre de négation, de x, d'accord, de la variable x qu'on vient de créer, si x.className, c'est-à-dire si sa classe est déjà à nav, ça veut dire que l'utilisateur n'a pas encore cliqué ou a refermé la barre de négation, d'accord? Donc si x className est déjà à nav, égal à nav, eh bien on va mettre className plus égal espace show, comme ceci. Donc ici, en fait, si la classe est au moment en fait où l'on clique sur donc ce script là en fait va s'exécuter au moment où l'on clique sur l'onglet, d'accord? Donc au moment où on clique sur l'onglet, eh bien il va exécuter cette fonction, il va vérifier si le nom de la classe de notre barre de négation est déjà à nav. Si c'est le cas, eh bien c'est que l'utilisateur n'a pas encore cliqué, donc il faut cliquer. Et il va falloir rajouter, donc plus égal nous permet de rajouter un élément à l'ancienne classe. Et ici, on rajoute espace show, comme je vous l'ai expliqué lorsque j'ai fait le petit exemple tout à l'heure. Ok? Et ensuite, eh bien, sinon, si la classe n'est pas à nav tout court, donc ça veut dire que c'est à nav show, ça veut dire que la barre de négation est déjà affichée, ça veut dire que les onglets de la barre de négation sont déjà affichés, ça veut dire que l'utilisateur a déjà cliqué sur la barre de négation. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on referme la barre de négation, ça veut dire qu'on remet nav class name à show, à nav, pardon. Voilà. Et du coup, eh bien voilà, on a déjà terminé l'écriture du script JS, d'accord? Mais cependant, eh bien, il va falloir maintenant appeler ce code JavaScript, il va falloir appeler cette fonction showNav lorsque l'utilisateur clique sur l'onglet. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On revient tout simplement dans la barre de négation et ici au niveau du LI d'identifiant label, d'accord, au niveau de notre label, eh bien il va falloir rajouter la propriété onClick, comme ceci, lorsque l'utilisateur clique sur l'élément, qu'est-ce qu'on fait? On appelle tout simplement showNav et on ouvre les parenthèses. Voilà. Donc maintenant, si vous actualisez votre page maintenant et que si maintenant j'inspecte ma page et que je regarde le code HTML, d'accord? Par défaut, ici, regardez la classe C à nav, ok? Et maintenant, si je clique sur le bouton, cette fois-ci, ça devient nav show, ok? Si je reclique pour refermer la barre de négation, ça devient nav, ok? Maintenant, je peux jouer avec, ça fait nav, nav show, etc. Ok? Et bien maintenant, il va falloir nous occuper du code CSS. Donc ici, je vais remettre en cliquant dessus nav show, ok? Et du coup, dans le code CSS, ici, on va pouvoir appliquer des styles lorsque la classe est à show. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ça va être assez simple. Vous allez tout simplement dans votre fichier CSS. Ici, vous allez spécifier je vais sauter une ligne, je vais faire header nav.show. Pourquoi nav.show? Puisque la barre de négation possède la classe show. Ne mettez surtout pas d'espace, puisque si vous mettez un espace, ça signifie que la classe show se trouve dans la barre de négation.
alors que c'est la barre de navigation qui possède la classe show. Donc vous ne mettez pas d'espace. Et ici, vous allez mettre UL. Et votre liste, qu'est-ce que vous allez le faire? Vous allez déjà retirer toutes les marges. Pourquoi? Parce que par défaut, ici, alors là, ça ne se voit pas trop, mais par défaut, si j'affiche ici les autres onglets, d'accord, je retire le display none. Ici, si je retire padding 0, d'accord, vous allez voir qu'on a une marge qui s'applique juste avant. Donc, en mettant un padding 0 juste ici, d'accord, au niveau de votre liste UL, eh bien, ça retire les marges qui se trouvent avant votre item, avant votre liste. OK? D'accord. Donc ici, je vais remettre display none au niveau de nos LI. None, comme ceci. Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va venir faire également? Eh bien, tout simplement, il va falloir afficher maintenant tous les onglets. Donc, pour cela, vous mettez header, nav, show, UL, LI et vous mettez display block. Donc, ça, c'est dans le cas où la classe est à show. OK? Donc, si maintenant, si vous actualisez votre page, vous allez voir qu'ici, ça s'affiche. Maintenant, si je clique sur le petit onglet ici, ça se masque tout simplement parce qu'ici, comme vous pouvez le voir, la classe est revenue à nav. Maintenant, si je clique ici, vous allez voir qu'on a bien nos éléments qui s'affichent. Eh bien, c'est parfait. Ce qu'on va pouvoir faire par contre, c'est tout simplement d'espacer les deux éléments en mettant une marge en dessous de chaque élément. Donc pour cela, vous pouvez mettre margin bottom 5 pixels en dessous de chaque élément. Donc pour cela, ici, comme vous pouvez le voir, eh bien, ça s'applique correctement. On a bien une marge de séparation entre nos deux éléments. Et voilà, comme vous pouvez le voir, on a terminé la réalisation de notre barre de navigation. Et pareil, si je me place par exemple au format mobile, vu qu'on n'a que deux éléments, pas la peine de modifier tout ça au format mobile. Si vous cliquez dessus, eh bien, vous allez voir que tout s'affiche correctement et ça, c'est parfait. Alors maintenant, une fois qu'on a terminé la réalisation de notre barre de navigation, eh bien on va pouvoir passer aux éléments suivants. Notamment ici, par exemple, au titre principal et au bouton. D'accord? Enfin, c'est pas vraiment un bouton puisqu'on ne clique pas dessus, mais à l'élément button en HTML qui nous permet d'indiquer à l'utilisateur de scroller pour en savoir plus. Donc c'est très simple, vous allez dans votre fichier style.css et vous allez tout simplement ici déclarer header h1, donc l'élément h1 qui, rappelez-vous, correspondait à notre titre principal du header. Ok. Qu'est-ce qu'on va venir faire? Eh bien on va venir mettre font size comme ceci et on va mettre par exemple ici 3 EM. Ça veut dire 3 fois 16 pixels. D'accord? Donc en fait, il faut comprendre que 1 EM, ça vaut 16 pixels. Ok? 16 pixels. Donc ça veut dire qu'en fait, 3 EM, d'accord? 3 fois 16 pixels, eh bien ça donne combien? Ça donne 48 pixels si je ne me trompe pas. Bref, si je me trompe, c'est pas grave, mais en tout cas, mettez 3 EM ou bien 48 pixels. Ok? Donc ici, si vous actualisez votre page maintenant, vous allez voir que votre titre a bien été modifié. La taille de votre titre a bien été modifiée. Alors ici, pour voir si je me trompe, je mets 48 pixels et je vais voir si ça donne la même chose. Eh bien, ça donne tout simplement la même chose. Donc, 3 EM vaut 48 pixels. Ok. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, tout simplement, on va pouvoir nous occuper du petit bouton qui se trouve ici, qui est pas du tout cliquable en fait, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On fait header button, donc le bouton qui se trouve dans le header. Qu'est-ce qu'on va venir faire? Eh bien déjà on va mettre des marges à l'intérieur du bouton pour pouvoir espacer le contenu, c'est-à-dire le texte des bordures. Donc ici en haut et en bas je vais mettre 10 pixels et à droite et à gauche je vais mettre 20 pixels. Donc si vous actualisez, ici comme vous pouvez voir, le bouton s'élargit puisque les marges à l'intérieur ont été augmentées. Ensuite, on va pouvoir également retirer les bordures qui se trouvent autour de notre bouton. Donc pour cela, on peut mettre border none. Donc si on actualise ici, vous allez voir qu'on n'a plus les bordures qui s'affichent. Une fois qu'on a fait ça, on peut également arrondir les bordures de notre bouton. Donc pour cela, on met border radius et on met par exemple 40 pixels. Donc si vous actualisez votre page, vous allez voir qu'ici, on a bien les bordures qui s'arrondissent de 40 pixels. Au niveau de la couleur d'arrière-plan, eh bien, on va pouvoir appliquer une couleur particulière avec notamment encore du RGBA pour pouvoir jouer sur la transparence ou l'opacité. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On met background color comme ceci. Et comme pour l'image, donc comme pour l'image d'arrière-plan, en fait ici au niveau du linear gradient, on avait mis RGBA et on a spécifié des valeurs. Ok? Donc pareil ici, on met background color cette fois-ci.
Et au niveau de la couleur d'arrière-plan, on va mettre du RGBA également pour pouvoir mettre un niveau de rouge de 90, un niveau de vert de 90, un niveau de bleu de 90, d'accord? Donc ça va donner du gris, ok? Et ensuite un niveau d'opacité de 0.3. Voilà, donc maintenant si vous actualisez, vous allez voir que la couleur d'arrière-plan s'affiche correctement et l'opacité s'applique également, d'accord? L'opacité est diminuée. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, au niveau de la couleur du texte, on met du white, ok, c'est-à-dire du blanc. Et comme vous pouvez voir maintenant, eh bien, notre bouton s'affiche correctement, d'accord? Donc ici, bien évidemment, ce n'est pas cliquable, tout simplement parce que on ne redirige l'utilisateur sur aucune autre page, d'accord? Donc c'est juste pour indiquer à l'utilisateur qu'il va falloir scroller pour voir plus de contenu. Ok. Alors en fait, ici, je viens de me rendre compte que la graisse de notre police n'est pas du tout identique à celle qu'on a dans notre projet. Tout simplement parce que, rappelez-vous, au niveau de l'importation de notre police Montserrat, on avait importé uniquement un seul style, c'est-à-dire le Light 300. Sauf que moi, ce que je veux, c'est d'importer également le Regular 400, d'accord? Donc pour cela, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, dans l'importation ici, dans le code CSS, on peut tout simplement rajouter après 300, point virgule 400. Donc avec ça, eh bien, on va pouvoir importer la graisse 400 de notre style, de notre police. Donc maintenant, si vous actualisez votre page, ici vous allez voir qu'au niveau de la police de votre page, la graisse a bien été modifiée en 400 et là, ça ressemble un peu plus à ce qu'on a au niveau de notre projet final. Alors ici également, on peut voir qu'on a un petit espace, d'accord, entre l'icône et le texte de notre bouton. Donc pour cela, eh bien, il va falloir tout simplement mettre header button i, donc l'icône qui se trouve dans le bouton. Donc pour cela, ici, rappelez-vous, dans le bouton, on a bien un élément i qui correspondait à notre icône. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, à droite de cet élément, donc on va mettre une marge, donc margin right, de 5 pixels pour espacer tout ça. Donc maintenant, si vous actualisez votre projet initial, eh bien ici, comme vous pouvez voir, eh bien on a bien la marge qui s'applique et maintenant on a bien normalement tout. Alors, j'arrive pas à réduire, voilà, donc on a bien normalement tout qui s'affiche comme dans notre projet final. Donc comme vous pouvez voir ici, tout s'affiche correctement et ça c'est parfait. Alors maintenant, une fois qu'on a terminé avec l'affichage de ces deux éléments et notamment notre barre de navigation, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien on peut maintenant nous occuper des petites cartes qui s'affichent juste en dessous. D'accord? Donc pour cela, eh bien qu'est-ce qu'on peut faire? Premièrement, il va falloir nous occuper de notre section small card. Donc vous faites header small card, donc .small card pour spécifier la classe de notre section ici small cards. Ok. Donc qu'est-ce qu'on va faire premièrement? Eh bien on va mettre une grande marge qui sépare donc nos deux autres éléments de notre section. Donc comme cela, eh bien on va pouvoir mettre un grand espace entre nos cartes et notre section précédente. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre margin top, donc une marge au-dessus de notre section de 110 pixels par exemple. Donc si on actualise maintenant, vous allez voir qu'on a un espace qui apparaît au-dessus de notre section. Alors on peut faire également la même chose en dessous de notre section. Donc par exemple ici, on peut mettre margin bottom de par exemple 50 pixels. Donc en dessous de notre section, on aura une marge de 50 pixels. Donc bien évidemment, c'est à vous de faire ce que vous voulez. Alors ensuite, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est d'aligner tous les éléments de notre section, toutes les cartes de notre section, tous les items de la section. Donc comment faire? Eh bien, il va falloir faire display flex pour utiliser les flexbox en CSS. Alors bien évidemment, si vous n'avez pas vos bases en CSS, flexbox, eh bien, je vous invite à aller suivre des tutoriels qui vous expliquent tout ça, des cours qui vous expliquent tout ça. Et d'ailleurs, moi également, j'ai fait une formation à ce sujet. Si ça vous intéresse, vous allez sur frenchcoder.fr, vous allez dans la section des formations et vous allez pouvoir découvrir cette formation, d'accord? Mais bref, c'est pas le sujet. Si vous n'avez pas vos bases en CSS flexbox, eh bien, je vous invite à aller faire un tour sur des cours sur Internet qui existent déjà. D'accord? Ok. Donc, vous mettez Display Flex afin de pouvoir utiliser les flexbox pour aligner nos éléments. D'accord? Donc, ici, en faisant Display Flex, eh bien, en fait, on dit que notre section Small Card, ça sera un conteneur flexbox. Donc, on va pouvoir utiliser les propriétés de flexbox dans notre section Small Card. Ok, donc en faisant display flex, ça va automatiquement aligner nos éléments. Pourquoi? Puisqu'en fait, en flexbox, on a une propriété d'un conteneur qui s'appelle flex direction. Et en fait, ici, par défaut, cette propriété, elle est à raw. Donc ça va comme ça aligner nos éléments.
Donc ici, en faisant display flex, flex direction sera fixé automatiquement à row. Donc l'axe principal, en fait, sa direction sera à l'horizontale et du coup, nos éléments vont suivre cet axe principal et leur direction sera également à l'horizontale. Alors ici, vous avez également la valeur colonne qui permet de modifier la direction de cet axe à la verticale. Et cette fois-ci, eh bien, vos éléments vont suivre la direction de cet axe et du coup, vos éléments vont s'empiler à la verticale. Donc ici, par défaut, comme je vous l'ai dit, c'est à row, donc pas la peine de spécifier flex direction row. Ok ? Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien on va pouvoir également mettre la propriété flexWrap à wrap pour que lorsque les éléments ne rentrent pas sur la même ligne au niveau de notre section, eh bien on peut passer à la ligne. C'est notamment utile lorsqu'on se place au format mobile. Par exemple ici, si je me place par exemple au format mobile, vous allez voir que maintenant, eh bien vos éléments vont s'empiler et non s'aligner, tout simplement parce qu'ils ne rentrent pas sur la même ligne. Donc c'est à ça que ça sert la propriété flexWrap à wrap. Et d'ailleurs, j'ai également remarqué en me plaçant au format mobile que ici, en fait, au niveau du titre principal de notre header, eh bien, c'est beaucoup trop grand pour un format mobile. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut utiliser ce qu'on appelle les media queries en CSS. On a déjà vu ce concept dans les autres vidéos, dans les vidéos précédentes, mais je peux vous le rappeler. Eh bien, les media queries nous permettent tout simplement d'appliquer des propriétés, des styles particuliers à nos éléments lorsque la taille d'écran n'excède pas ou n'est pas inférieure à un certain nombre de pixels. Donc par exemple ici, je peux mettre @media screen and entre parenthèses max-width et vous mettez la largeur maximale de votre page. Donc par exemple ici, je vais mettre 768 pixels qui correspond au format mobile, d'accord ? Donc ici, dans ce bloc-là, entre ces accolades-là, on va écrire du code et ce code-là ne va s'exécuter que si la taille d'écran, c'est-à-dire la largeur d'écran de l'utilisateur, ne dépasse pas en fait les 768 pixels. Ça veut dire que si la taille d'écran, la largeur d'écran de l'utilisateur est inférieure ou égale à 768 pixels, eh bien on exécute le code, d'accord ? Donc ça nous permet d'appliquer certaines propriétés à nos éléments lorsqu'on est au format mobile. Donc ici, dans notre cas, au niveau du header H1, c'est-à-dire du titre du header, eh bien on va mettre la taille du texte à 1,8 EM comme ceci, c'est-à-dire 1,8 x 16 pixels. Ok ? Donc ici, vous mettez 1,8 EM pour rétrécir un peu la taille du titre au format mobile et vous allez voir que maintenant, eh bien, la taille du titre au format mobile a bien été modifiée au niveau du header. Donc ça, c'était juste pour le titre. Et maintenant, on va revenir à nos moutons, c'est-à-dire les petites cartes. Donc une fois qu'on a écrit les propriétés pour notre section Small Cards, eh bien, il va falloir donc nous occuper de chaque carte qui possède la classe Small Card. Ok ? Donc dans votre fichier style.css, vous allez écrire header et vous allez mettre .smallCard, d'accord, sans S cette fois-ci. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Alors ici, vous pouvez être plus précis en spécifiant .smallCards avec S espace smallCard puisque vos petites cartes se trouvent dans la section smallCards. Qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur ? Eh bien, premièrement, on va venir donc appliquer des marges à l'intérieur, d'accord ? Donc à l'intérieur de nos éléments, eh bien, on va appliquer une marge. Par exemple, padding ici, je vais mettre 0 au-dessus, je vais mettre 20 pixels à droite, d'accord ? Je vais mettre 5 pixels en dessous de notre élément et 10 pixels comme ceci à gauche, d'accord, de notre contenu de notre carte. Donc si vous faites ça, eh bien vous allez voir que les marges s'appliquent. Alors ici on ne voit pas très bien, mais si ici par exemple je mets une bordure de 1 pixel en blanc, d'accord, border 1 pixel solid white, qu'on va venir retirer par la suite, eh bien ici vous allez voir qu'à l'intérieur de nos éléments, on a bien les marges qui s'appliquent. Ok. Alors une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire également ? On peut dire qu'à droite de chaque élément, qu'est-ce qu'on met ? On met également une marge. Donc pour cela, on met à l'extérieur, à droite de chaque élément, donc margin right, qu'est-ce qu'on met ? Eh bien, on met une marge, par exemple, de 50 pixels pour les espacer. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a bien les marges qui s'appliquent. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh bien, ici, comme vous pouvez voir, en dessous de chaque élément, eh bien, il va falloir également mettre des marges pour pouvoir les espacer. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on met ? On met également margin bottom. Ici, on va mettre combien ? 10 pixels cette fois-ci. Donc, comme vous pouvez voir ici, entre les éléments qui s'empilent, cette fois-ci, on a bien la marge qui s'applique. Alors une fois qu'on a fait ça, ce qu'on peut faire également, c'est tout simplement de positionner le contenu de chaque carte, c'est-à-dire avec le titre et le paragraphe, on va les positionner tout simplement
en dessous, c'est-à-dire en bas de notre carte. D'accord? Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va pouvoir pour cela utiliser les flexbox. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un display flex comme ceci pour déclarer un conteneur flexbox. Ici, comme je vous ai dit, si vous actualisez votre page, ça va aligner vos éléments, d'accord? Ce n'est pas un effet désiré. Nous, ce qu'on veut, c'est juste placer les éléments sur le bas de la carte. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait flex direction colonne pour cette fois-ci modifier la direction de notre axe, d'accord? Comme ceci. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On peut tout simplement mettre justify content flex and afin de placer nos éléments sur le bas de notre carte. Alors ici, c'est sûr qu'on ne voit pas trop les effets puisqu'ici, on a de trop grandes marges qui s'appliquent au niveau de nos titres H4 et de nos paragraphes. Donc, on va retirer donc, toutes les marges de ces éléments-là. Donc, on va mettre header small card ici et on va spécifier H4 et pareil, donc on va venir copier le sélecteur et pareil pour les paragraphes de nos cartes, on va mettre margin 0, d'accord? Voilà, donc pour les H4 et les paragraphes de nos petites cartes, eh bien, on enlève toutes les marges. Et maintenant, comme vous pouvez le voir ici, on a bien donc les marges qui se retirent. OK. Alors du coup, maintenant, ce qu'on peut faire aussi pour bien voir les changements, c'est d'augmenter la taille de nos cartes, puisque là, comme vous pouvez voir, elles sont un peu trop petites. Donc au niveau de la hauteur de la carte, de chaque carte, on va mettre une hauteur de 140 pixels. Et au niveau de la largeur, je vais mettre 165 pixels, pourquoi pas. Donc si j'actualise, maintenant, comme vous pouvez voir, on peut très bien constater les changements au niveau de l'utilisation de Justify Content Flex And. Comme vous pouvez le voir maintenant, eh bien, nos éléments, le contenu de notre carte se place en bas de la carte, d'accord? Plus en haut, mais cette fois-ci en bas. Si je retire ici, par exemple, tout ça, d'accord, tout ce qui est Flexbox, eh bien, vous allez voir que nos éléments vont se placer en haut de notre carte, d'accord? Alors que nous, ce qu'on veut, c'est de les placer en bas de notre carte. Donc ici, on peut mettre tout ça, on peut remettre notre Flex 1 ici, et vous allez voir maintenant que le contenu se place en bas de notre carte. OK. Alors une fois qu'on a fait ça, on peut également par exemple modifier la graisse du texte. Donc pour cela, on peut mettre par exemple font weight, par exemple on peut mettre en light, donc light 300, donc on met juste 300, le style qu'on a importé tout à l'heure. Et ensuite, comme vous pouvez voir ici, au niveau de la graisse du texte des paragraphes, eh bien c'est bien modifié. OK. Sinon, on peut également mettre un curseur pointeur si vous voulez pour indiquer à l'utilisateur qu'il faut cliquer sur les cartes. Du coup, maintenant, si je place mon curseur au-dessus de chaque carte, comme vous pouvez voir, eh bien, le curseur se modifie en un pointeur. Et ça, c'est parfait. Alors maintenant, on va pouvoir donc retirer toutes les bordures qu'on a appliquées, d'accord? Et ensuite, donc, on va appliquer des images d'arrière-plan, d'accord? Donc ici, je vais retirer border 1 pixel solid white, comme ceci, d'accord? Et maintenant, eh bien, la bordure disparaît, on ne voit pas qu'il y a des espaces et tout ça. Mais ensuite, on va pouvoir appliquer des images d'arrière-plan pour afficher donc les images correspondant à chaque carte. Rappelez-vous, en fait, pour afficher les images, dans mon fichier index.html ici, j'avais rajouté un identifiant à chaque carte, d'accord? Des identifiants qui leur sont uniques. Donc par exemple ici à la première carte, on avait ID SC1 pour Small Card 1, ok? Du coup ici, on va pouvoir dans le code CSS spécifier cet identifiant SC1 et appliquer une image d'arrière-plan, d'accord? Pareil pour SC2, SC3 et SC4. Donc comment faire? Eh bien dans notre fichier CSS, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut spécifier header small card ici et au lieu de spécifier small card, eh bien vous allez spécifier hashtag SC1 pour l'identifiant SC1. Et pour cet identifiant-là, qu'est-ce qu'on met? On met background, voilà donc un arrière-plan et on va mettre pareil un linéaire gradient comme pour l'image d'arrière-plan finalement au niveau du header. Donc je vais copier la façon du header, d'accord, les styles du header. Donc je vais les coller ici au niveau de notre background, d'accord. Ça nous permet encore une fois de baisser, donc ici de baisser tout simplement la luminosité de l'image, d'accord, d'arrière-plan, voilà. Donc ici, on met le même style et ici, au lieu de image background.jpg, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut mettre image, donc ici, on a déjà spécifié image, on peut mettre un .jpg. Donc ça sera l'image numéro 1 de notre dossier, ok? De notre dossier image. Donc maintenant, si j'actualise ma page, alors ici, on ne voit pas l'image tout simplement parce qu'elle n'est pas centrée. Donc on peut rajouter les propriétés background. Alors ici, je vais descendre, background size
cover, donc pour couvrir la totalité de notre carte comme ceci. Et on peut centrer l'image en faisant background position center comme ceci. Voilà. Donc maintenant, si vous actualisez votre page, vous allez voir que votre image d'arrière-plan s'affiche correctement. On peut faire la même chose pour les 3 dernières cartes. Donc pour cela, on peut à la place de SC1 mettre SC2, 3 et 4. Donc pour cela, on met SC2, voilà, SC3 et SC4 comme ceci, voilà. Et on copie donc toutes les propriétés. Donc on va mettre copier-coller, 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 voilà. Et au niveau des images, qu'est-ce qu'on peut faire? Et au niveau des images, on peut mettre pour la SC2, on met 2. Pour la SC3, on met 3.jpg et pour la SC4, on met 4.jpg. Donc ça nous permet de récupérer les images 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg et 4.jpg. Maintenant, eh bien, si vous actualisez votre page, vous allez voir que maintenant, eh bien, tout s'affiche correctement pour nos cartes. Alors ici, ce qu'on peut faire également, c'est de rajouter ce petit effet. Lorsqu'on place le curseur au-dessus de chaque carte, eh bien, notre carte s'agrandit. D'accord? Donc pour réaliser ce petit effet, eh bien, il n'y a rien de bien compliqué. Vous n'avez qu'à aller dans votre fichier CSS. Ici, vous faites header small card. Donc pour chaque petite carte, vous allez appliquer la pseudo-classe $over comme pour notre barre de navigation. Cette pseudo-classe $over nous permet de spécifier des styles lorsque l'utilisateur place son curseur au-dessus de notre élément. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien ici, on peut utiliser la propriété transform. On peut faire une translation, enfin pas une translation, on peut augmenter tout simplement la taille en faisant scale comme ceci. Et on peut faire tout simplement 1.025. Donc on va augmenter en faisant scale entre parenthèses 1.025. Alors bien évidemment, plus la valeur est grande, plus la taille de l'image va augmenter. Ok? Donc ici, si vous actualisez votre page maintenant, si vous placez votre curseur au-dessus de chaque élément, eh bien vous allez voir qu'on a bien cet effet qui agrandit l'image qui apparaît. Ok, alors on a bientôt fini au niveau de ce header. Alors pourquoi je dis bientôt fini? Tout simplement parce que si vous placez par exemple au format mobile, ici, eh bien vous allez voir ici qu'on peut modifier certains styles. Notamment par exemple au niveau de l'espacement entre chaque élément, on peut modifier tout ça. Et par exemple on peut réduire également, pourquoi pas, la marge qui sépare notre section small cards de nos autres éléments. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on revient dans le media query qu'on a créé tout à l'heure pour l'élément H1. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien on peut tout simplement faire header small cards, donc la section de classe small cards. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien encore une fois, on met cette fois-ci la margin top, c'est-à-dire la marge au-dessus à 50 pixels, puisque par défaut c'était à 80 pixels, donc ça nous permet de réduire la marge. Et entre chaque élément, c'est-à-dire la marge qui se trouve en dessous de chaque carte, on peut l'augmenter. Donc pour cela, on peut faire header. Donc si je fais copier-coller, non, pas du tout. Donc ici, je vais mettre small card sans S cette fois-ci. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, margin bottom. Donc en dessous de chaque élément, je mets une marge de 30 pixels. Voilà. Et au niveau de la largeur de notre carte, je vais mettre 100%. Voilà. Puisque par défaut, rappelez-vous, au niveau de chaque élément, donc de chaque carte, on a appliqué une largeur de 165 pixels. Ok? Donc là, on peut mettre cette largeur à 100% pour occuper la totalité de la section. Donc maintenant, si vous actualisez votre page, vous allez voir que maintenant, tout s'affiche correctement. Et là, on a terminé notre header. Si vous vous placez par exemple au format iPad, ça va également s'afficher correctement, ne vous inquiétez pas. Donc je vais dézoomer la page comme ceci et vous allez voir que vos éléments s'affichent bel et bien. Donc ici, la barre de navigation s'affiche correctement. Ici, on a bien le titre avec le petit bouton pour scroller. Et ici, on a également toutes nos cartes qui s'affichent correctement et ça, c'est parfait. Alors maintenant, une fois qu'on a terminé la stylisation de notre header, avec notamment la barre de navigation, avec le titre, le petit bouton et les petites cartes, voilà, eh bien qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien on peut tout simplement passer à la suite, à la section suivante, c'est-à-dire la section du contenu qui va stocker tous ces éléments-là avec les valeurs, les petites cartes de présentation et ici le témoignage, d'accord? Donc pour cela, ça va être très simple. Rappelez-vous de votre fichier index.html, vous aviez une section en dehors de votre header qui s'appelait content. Eh bien on va venir styliser cette section. Donc ne vous inquiétez pas, ça va être assez simple. Vous allez
allez dans votre objet style.css et vous allez déclarer cette section content en faisant .content, c'est-à-dire en spécifiant la classe content. Et qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez tout simplement mettre un background color en black pour mettre donc la couleur d'arrière-plan de la section en noir, comme ceci. Donc, background color black, comme ceci. Donc, dans votre projet final, vous allez voir ici que la couleur d'arrière-plan de notre section content a bien été modifiée en noir. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut également mettre la couleur du texte en blanc pour pouvoir le voir, comme ceci. Voilà, donc normalement ici votre texte sera en blanc et on va pouvoir également mettre des marges à l'intérieur de cette section afin de pouvoir décoller nos éléments des bordures. Donc pour cela on peut mettre entre la bordure de la section et le contenu, on peut mettre une marge, donc padding de 20 pixels en haut et en bas et de 10% à droite et à gauche, comme ceci. Donc si vous actualisez maintenant, vous allez voir qu'ici, on a bien les marges qui s'appliquent en haut, en bas, à gauche et à droite. OK. Alors ici, on ne voit pas trop que ça s'applique à droite, puisque nos images sont beaucoup trop grandes, d'accord? Mais on va pouvoir les redimensionner par la suite. Alors déjà, là, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement de styliser notre témoignage. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, rappelez-vous, notre témoignage était stocké dans une section nommée Testimonials, ok? Donc ici, on peut faire Content Testimonials pour spécifier la section Testimonials. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un padding de 40 pixels pour mettre une marge à l'intérieur de la section de 40 pixels. Voilà, donc ça va notamment aérer un peu, si vous voulez, notre section, le contenu de notre section. Ensuite, on peut faire quoi? Eh bien, on peut tout simplement, si vous voulez, centrer notre élément au milieu de notre page. Donc pour cela, on peut utiliser les flexbox pour centrer des éléments. Donc c'est tout à fait faisable en flexbox. Donc vous faites display flex comme ceci et vous faites justify content center comme ceci pour centrer vos éléments au milieu de votre page. Donc maintenant, si j'actualise ma page, alors ici, on ne voit pas trop que les éléments de votre section ont bien été centrés au milieu de la section. Alors ici, on ne voit pas trop l'effet. Pourquoi? Simplement parce qu'ici, ce qu'on peut faire, c'est de redimensionner notre section. Donc ici, vous faites testimonials.testimonial, c'est-à-dire le témoignage, la div testimonial qui se trouvait, la div testimonial sans S qui se trouvait dans la section testimonials. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut mettre une largeur maximale, d'accord? Donc, max width à ne pas dépasser de 400 pixels. Et à ce moment-là, vous allez voir que notre témoignage sera centré au milieu de la section. Puisqu'ici, on a bien fait Display Flex Justify Content Center. Si on retire ça, eh bien, vous allez voir que maintenant, notre élément ne sera pas centré au milieu de notre section. Donc ici, mettez bien Display Flex Justify Content Center pour centrer notre élément au milieu de notre page. Ok, notre témoignage au milieu de notre page. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, alors ici, Max Width à 400 pixels nous permet simplement de mettre une largeur maximale à notre élément. Bien évidemment, vous pourrez modifier cette valeur à votre guise. Ok, alors une fois qu'on a fait ça, on peut nous occuper de la petite icône de citation qui se trouve ici. D'accord? Donc pour cela, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout simplement déclarer content testimonial i, donc l'icône dans la div testimonial qui se trouve ici. D'accord? On peut par exemple modifier la couleur. Donc par exemple, on peut mettre du violet. Donc pour cela, on met une couleur RGB. Par exemple, vous pouvez très bien mettre de l'hexadécimal. Vous pouvez mettre par exemple un niveau de rouge à 73. Un niveau de vert à 73 et un niveau de bleu à 216, comme ceci. Donc normalement, ça donne ce violet-là, d'accord? Donc maintenant, si vous actualisez votre page, vous allez voir qu'ici, la couleur de notre petite icône a été modifiée. Au niveau du titre H2, donc de la citation en fait, qui est ici, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut tout simplement modifier par exemple la graisse du texte. Donc ici, on peut faire Content Testimonial H2, d'accord? On peut modifier la graisse du texte en faisant Font Weight 300, en appliquant le style 300 de la police qu'on a importé, voilà. Et ensuite, en dessous de notre titre, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre une marge, par exemple, de 40 pixels afin d'espacer de l'auteur. Donc ici, on peut mettre Margin Bottom 40 pixels, comme ceci. Donc si on actualise, vous allez voir que la marge en dessous de notre titre a été augmentée. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est de modifier, pourquoi pas, le nom de l'auteur, d'accord? Donc, le style du nom de l'auteur. Donc, pour cela, on peut par exemple retirer toutes les marges et on peut par exemple modifier la taille du texte.
Donc pour cela, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre content testimonials P, donc le paragraphe. Alors ici, rappelez-vous, votre paragraphe ici possédait la classe author, donc vous pouvez très bien spécifier cette classe author. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous retirez donc toutes les marges et vous mettez la font size à 15 pixels par exemple. Donc maintenant, si vous actualisez, vous allez voir qu'ici les marges ont été retirées et la taille du texte a été modifiée en 15 pixels. OK. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de nous occuper de notre petit texte qui affiche donc le poste, enfin le métier de l'auteur, si vous voulez. Donc ici, rappelez-vous, c'était une balise small, donc un petit texte. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait content testimonials small. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, au niveau de la couleur du texte, on va mettre du 92-92-92, c'est-à-dire du gris. Et qu'est-ce qu'on fait au niveau de la taille du texte? On va mettre par exemple du 13 pixels pour le rétrécir. Donc vous mettez font size 13 pixels. Donc à partir de ce moment, eh bien, vous allez voir que la taille du texte et sa couleur ont bien été modifiées. Et ça, c'est parfait. Alors maintenant, si vous placez par exemple au format mobile, eh bien ici, vous allez voir que tout s'affiche bel et bien correctement. Donc ici, c'est parfait, on n'a rien à modifier du tout au format mobile. C'est parfait. Alors maintenant, une fois qu'on a terminé avec la section des testimonials, c'est-à-dire du témoignage, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut maintenant passer à la suite, c'est-à-dire de nous occuper de la section des cartes, d'accord? Des cartes de présentation. Donc si vous allez dans le projet final, eh bien, c'est cet affichage-là qu'il va falloir obtenir, d'accord? À partir de ce truc qui est assez dégueu. Ok, donc c'est parti pour le code CSS. Rappelez-vous, dans votre fichier index.html, vous aviez donc une section presentation cards, ok, et à l'intérieur, vous aviez donc plusieurs divs qui étaient toutes les mêmes en fait, qui possédaient la classe presentation card, ok. Donc à l'intérieur de chaque div, vous aviez une image, un titre de niveau 3 et une description avec un paragraphe, d'accord? Donc c'est ce qu'on va venir styliser. Donc pour cela, on va venir se rendre dans le fichier style.css. On va donc déclarer notre content, donc notre section contenu, content, et on va déclarer donc notre section presentation card, comme ceci. Donc au niveau de cette section, par exemple, on va juste mettre une marge, donc une margine top, une marge au-dessus de notre carte, de notre section de 70 pixels. Donc si on actualise, ici vous allez voir qu'on a bien une marge de séparation entre notre nouvelle section et notre ancienne section. Ok. Alors déjà, ce que je vais venir faire, c'est par exemple redimensionner les images. Puisqu'ici, comme vous pouvez le voir, ça prend beaucoup trop de place et du coup, on ne va pas pouvoir styliser tout ça. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va tout simplement dans Content Presentation Card, Presentation Card cette fois-ci sans S, donc chaque carte de présentation. Et au niveau de la balise IMG de ces cartes de présentation, on va mettre la taille du texte, enfin la taille d'image à 340 pixels. Donc si j'actualise ma page maintenant, eh bien vous allez voir que la taille des images ont bien été redimensionnées. Alors on peut aussi ajouter quelques propriétés. Par exemple, on peut mettre la luminosité à 80%. Donc ici par défaut, bien évidemment, c'est à 100%. Donc ici, on peut diminuer la luminosité en faisant filter de point brightness entre parenthèses et vous mettez votre luminosité. Donc comme je vous l'ai dit, par défaut, c'est à 100%. Donc ici, on va mettre 80%. Donc si on actualise, vous allez voir que la luminosité de nos images a baissé. Ok. On peut également mettre, pourquoi pas, si vous voulez, donc ici en fait, on a une petite ombre, d'accord, qui s'affiche en dessous, d'accord, de nos images. Donc comme vous pouvez voir ici, en fait, on a une petite ombre qui s'affiche. Donc pour pouvoir faire cette petite ombre là, eh bien moi j'ai juste utilisé un outil en ligne qui s'appelle CSS Shadow Generator. D'accord? Donc vous tapez sur Google CSS Shadow Generator et vous allez cliquer sur le premier lien qui vous redirige vers html-css-js.com. Donc vous cliquez dessus. Alors je ne sais plus s'il existe encore lorsque vous regardez cette vidéo, mais c'est pas grave. Ici, vous allez pouvoir donc créer vos ombres, d'accord? Donc ça, c'est très simple. Vous jouez juste avec les petites barres juste ici. Ici, par exemple, vous pouvez modifier la propagation. Ici, vous pouvez modifier le flou, l'opacité, etc. D'accord? Donc une fois que vous avez votre truc, eh bien, vous allez pouvoir modifier par exemple la couleur. Et ensuite, ici, vous avez le code CSS à copier et à coller dans votre fichier CSS. Alors ici, vous avez également une galerie d'effets que vous allez pouvoir utiliser. Bref, donc moi j'ai utilisé cet outil-là pour pouvoir créer mes ombres et du coup, eh bien, ça donne tout simplement cet effet-là. Donc je vais aller dans mon projet final et je vais
copier tout simplement l'ombre que j'avais généré. Donc celui-ci, voilà. Voilà, donc ça génère tout simplement une propriété box shadow, d'accord? Et vous allez le coller ici au niveau de l'image de votre sélecteur IMG. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien vous allez voir ici dans notre projet final qu'on a bien donc une ombre qui s'applique ici, d'accord? Qui s'applique sur les côtés de l'image. Et ça, c'est parfait. Donc voilà pour les images. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est pourquoi pas lorsqu'on place le curseur au-dessus des images, eh bien par exemple on peut modifier, on peut les éclaircir tout simplement, d'accord? On peut remettre la luminosité à 100%. Donc pour cela, il suffit de copier le sélecteur avant, on met 2 points over pour spécifier lorsque l'utilisateur place son curseur au-dessus de l'élément. Et qu'est-ce qu'on fait? Au niveau de filter, on met brightness à 100% cette fois-ci. Et du coup, eh bien maintenant, si vous placez votre curseur au-dessus des images, et vous allez voir que la luminosité augmente. Et ça, c'est parfait. Alors ok, donc une fois qu'on est terminé avec les images, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut revenir à nos moutons. Donc on peut déjà nous occuper de notre div Presentation Card. Ok, donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On écrit juste Content Presentation Card, donc toutes les cartes de présentation qui se trouvent dans notre section Presentation Cards. Qu'est-ce qu'on peut faire? On fait un display flex pour pouvoir donc aligner tous nos éléments. Alors ici, je pense que j'ai fait une erreur puisque dans mon fichier HTML, j'ai directement mis IMG, H3 et P, ok? Sauf qu'ici, moi, ce que je veux, c'est en faisant un display flex, moi, ce que je veux, c'est aligner l'image à notre contenu, c'est-à-dire à notre titre et la description. Mais moi, j'ai pas envie d'aligner le titre et la description sur la même ligne, d'accord? Donc pour cela, eh bien, il va falloir créer 2 items, d'accord? Si vous avez vos bases en Flexbox, vous savez normalement que dans un conteneur, on peut mettre plusieurs items et c'est sur ces items-là qu'on va venir appliquer des propriétés. Ok. Donc ici, notre premier item de notre conteneur Presentation Card, ce sera l'image. Ok. Et du coup, on va avoir un autre item. Donc voilà, donc on va l'appeler par exemple le card content pour le contenu de la carte. Et à l'intérieur, on va mettre notre titre et notre paragraphe. Voilà. Et à partir de ce moment, si vous actualisez votre page, vous allez voir que maintenant, en faisant display flex, ça va aligner l'image à notre div card content et pas à nos 3 éléments H3 et paragraphe. Ok. Donc ici, ça aligne directement les enfants directs de notre conteneur Presentation Card. Donc ça aligne notamment le premier item, c'est-à-dire l'image, c'est toujours les enfants directs, d'accord, les premiers enfants, et notre div card content, ok. Et du coup, les items qui se trouvent dans card content, c'est plus des items de Presentation Card, c'est des items de card content, ok. Donc maintenant, eh bien, il va falloir faire la même chose pour les 2 dernières cartes. Donc pour cela, on va venir mettre div class card content sur les 2 dernières cartes, comme ceci. Voilà. Et donc le H3 et les paragraphes, on va venir donc les mettre au niveau de card content. Et pareil pour la 3e carte. Voilà. Donc maintenant, si vous actualisez votre carte, enfin votre page plutôt, eh bien vous allez voir que vos éléments seront alignés. Ok. Alors une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire également? Donc là, on a juste fait un display flex pour aligner tout ça. Ce qu'on peut faire aussi, c'est pourquoi pas en dessous de chaque carte, mettre une marge pour pouvoir séparer chaque carte. Donc pour cela, on peut mettre margin bottom et on peut mettre par exemple 40 pixels de marge en dessous. D'accord? Donc maintenant, vous allez voir qu'ici, on a bien en dessous de chaque carte une marge de 40 pixels qui les sépare. Ensuite, on peut également mettre un curseur pointeur pour indiquer à l'utilisateur de cliquer sur les cartes afin de les rediriger par exemple sur d'autres pages. D'accord? Donc voilà, le curseur de l'utilisateur est modifié en un pointeur. Et là, on a terminé avec le sélecteur direct Presentation Card. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut nous occuper du contenu de chaque carte, notamment le titre et la description. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va déclarer Content Presentation Card, et cette fois-ci, on spécifie Card Content, d'accord? La div Card Content qui stocke nos éléments. Qu'est-ce qu'on va venir faire? Alors déjà, on va venir mettre une marge à l'extérieur à gauche de nos div content pour pouvoir mettre une séparation entre l'image et la div. Donc pour cela, on peut mettre margin left, donc une marge à gauche, à l'extérieur à gauche de 40 pixels par exemple. Donc si vous actualisez, vous allez voir qu'on a bien une séparation entre nos éléments, nos 2 items. Alors ensuite, on va pouvoir nous occuper du titre de niveau 3. Donc je vais copier le même sélecteur et je vais mettre H3, comme ceci.
Qu'est-ce que je vais venir faire? Eh bien, je vais mettre la taille du texte, donc font size par exemple à 25 pixels. Donc ça nous permet d'agrandir le texte. Voilà. Ensuite, eh bien, au niveau du paragraphe, je vais par exemple modifier la couleur du texte. Donc je vais mettre du gris par exemple. Donc pour cela, eh bien, je vais copier-coller le même sélecteur et je vais spécifier le paragraphe et je vais mettre la couleur du texte en gris. Donc je vais mettre par exemple 888, 888. Voilà. Donc si on actualise la page, vous allez voir que maintenant, eh bien, on a bien nos cartes qui s'affichent correctement au format paysage. Alors pourquoi je dis au format paysage? Tout simplement parce que si vous placez par exemple au format mobile, eh bien ici, tout est le bordel. Donc c'est le bordel, ici donc ça, vos éléments s'alignent toujours, ici vos images sont trop grandes, etc. D'accord? Donc il va falloir modifier tous ces effets-là grâce au Media Query. Donc vous revenez dans le Media Query qui, rappelez-vous, exécute tout le code à l'intérieur lorsque la taille d'écran de l'utilisateur ne dépasse pas les 668 pixels. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire Content Presentation Card, d'accord? Et du coup, on va retirer Card Content pour le moment et on va mettre Flex Direction à colonne, d'accord? Pour pouvoir, cette fois-ci, modifier la direction de nos éléments pour pouvoir les empiler, d'accord? Donc maintenant, si vous actualisez votre page, vous allez voir que vos éléments vont s'empiler, vos items vont s'empiler et non plus s'aligner, puisqu'on a tout simplement modifié la direction de l'axe principal sur laquelle vos éléments vont se positionner. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait également? Eh bien, on va pouvoir nous occuper par exemple de l'image. On va mettre la taille de l'image à 100% pour occuper 100% de la largeur de la section dans laquelle elle se trouve, enfin dans la div dans laquelle elle se trouve. Donc pour cela, on fait Content Presentation Card IMG, d'accord? Et on va mettre la largeur à 100%, puisque par défaut, rappelez-vous, on avait fixé une largeur fixe à 340 pixels. Donc là, c'est un peu trop. Donc en mettant 100%, eh bien, ça va occuper 100% de la largeur qui peut occuper au niveau de notre div Presentation Card. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire également? Eh bien, au niveau de Card Content cette fois-ci, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, donc vous mettez Presentation Card, Card Content, vous retirez donc la marge qu'on avait appliquée à droite, enfin à gauche plutôt de notre div, d'accord? Donc vous retirez cette marge-là, donc cette margin left, vous mettez à 0. Donc si vous actualisez, vous allez voir que maintenant, eh bien, on n'a plus la marge qui s'applique. Et bien voilà, et bien comme vous pouvez le voir maintenant, eh bien vos éléments s'affichent bel et bien correctement. Et ça, c'est parfait. Alors maintenant, une fois qu'on a terminé la réalisation des cartes de présentation, eh bien on va pouvoir nous occuper de la nouvelle section des qualités, des valeurs plutôt de l'entreprise de photographie. Ok, donc c'est parti. Rappelez-vous, au niveau du fichier index.html, on avait une section, donc en dessous de notre section des cartes de présentation. À l'intérieur, on avait un titre de niveau 1 et à l'intérieur, en dessous, donc on avait donc une div nommée values, d'accord. Et à l'intérieur, on avait plein de titres de niveau 1 qui affichaient des valeurs. Ok, donc voilà ce qu'on va essayer de réaliser. Donc voilà ce que ça devrait donner normalement si on applique bien tous les styles CSS. Ok, donc c'est parti, on va venir dans le fichier style.css et on va venir donc cette fois-ci appeler content values presentation, donc la classe values presentation, la section de classe values presentation. Et déjà on va venir mettre des marges, d'accord? À l'extérieur de cette section, on va mettre des marges de 80 pixels en haut et en bas et de 0 pixels par contre à droite et à gauche. Donc ça va nous permettre comme ça d'espacer en haut de 80 pixels, d'accord, pour mettre un espace entre l'ancienne section et cette nouvelle section. Et en bas, on met également un espace pour espacer la fin de la section content, ok, de notre section values. Ok, alors maintenant, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut nous occuper du titre principal déjà. Donc, au niveau de chaque titre, en fait, de chaque titre de niveau 1, d'accord? Pas seulement le titre principal, puisque comme vous pouvez le voir, on a le même style au niveau des valeurs et du titre principal. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, au niveau de chaque titre de niveau 1, donc ici, Content Values Presentation H1, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va tout simplement mettre la taille du texte à 2 EM, c'est-à-dire 2 fois 16 pixels, d'accord? Et qu'est-ce qu'on va faire également? Eh bien, on va mettre une largeur maximale à ne pas dépasser. Donc, on met max width à par exemple 50%, d'accord? Donc, ça va prendre 50%. Donc, la largeur de nos textes, de nos titres de niveau 1 vont prendre 50% au maximum
de la section Values Presentation. D'accord? Donc ici, si on actualise la page, vous allez voir que maintenant, eh bien, ici, on a bien au niveau, donc après no, ici, valeur va à la ligne puisque la largeur a été atteinte. Ok? La largeur maximale a été atteinte. D'accord? Donc ça nous permet ensuite d'éviter que notre titre prenne trop de place si on a par exemple plusieurs textes à la fois. Alors une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut nous occuper cette fois-ci de la div qui stocke toutes les valeurs, tous les H1 des valeurs. Ok? Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire content values presentation va, alors je sais plus comment j'ai appelé la div, c'était values, ouais. Donc ici on met values comme ceci. Et qu'est-ce qu'on va venir faire? Eh bien tout simplement, on va venir aligner chaque élément en ligne, d'accord? Donc pour cela, qu'est-ce qu'on peut faire d'après vous? Eh bien on peut utiliser tout simplement les flexbox. Donc on peut mettre display flex et vu que la propriété flex direction est par défaut à row, donc ça veut dire que l'axe principal est à l'horizontale et donc nos éléments vont suivre cette direction. Et donc, nos éléments vont s'aligner, d'accord? Sauf que là, eh bien, ça s'aligne même s'il n'y a plus de place. Donc, ce qu'on peut faire, c'est rajouter la propriété flexWrap à wrap pour que lorsqu'il n'y a plus de place sur une seule ligne, eh bien, on passe à la ligne. On crée une autre ligne. OK. Alors une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire également? Eh bien pour nos valeurs, par exemple, on va pouvoir mettre la couleur du texte à ça, donc à un truc dégradé, à un dégradé de couleur si vous voulez. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien on peut tout simplement sélectionner Content Value Presentation Values et on va sélectionner tous les titres de niveau 1 qui se trouvent dans cette div Values. Qu'est-ce qu'on va faire déjà? Eh bien on va mettre toutes les marges par contre à 5 pixels, d'accord? Donc ça nous permet de réduire les marges, mais tout en appliquant quand même 5 pixels de marge à l'extérieur de chaque élément pour pouvoir espacer tout ça. D'accord? Et à droite de chaque élément, on va pouvoir quand même augmenter les marges pour bien séparer tout ça. Donc à droite de chaque titre, donc margin right, on met une marge tout simplement à l'extérieur de 30 pixels par exemple. Et du coup, eh bien, ça nous permet d'avoir plus de marge à droite de chaque élément. Ça nous permet de les séparer. Alors maintenant, on va tout simplement appliquer ce texte, ce dégradé au niveau du texte. D'accord? Donc pour cela, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien ici, dans notre code CSS au niveau du H1, eh bien je vais en fait copier les propriétés que j'avais au niveau de mon projet final. Et après, je vais vous expliquer tout ça. Alors je vais aller dans mon projet final et je vais tout simplement venir ici copier donc toutes les propriétés du dégradé de couleur. Ok? Donc ici, je vais revenir dans mon projet actuel et je vais coller tout ça. Premièrement, au niveau du background, qu'est-ce qu'on met? On met un linéaire gradient. Alors, le WebKit ici, c'est pour la compatibilité pour les navigateurs. Ok? Donc, le linéaire gradient nous permet d'appliquer un dégradé de couleur en arrière-plan de nos éléments H1. D'accord? Donc, si vous faites ça, donc si je retire donc, les deux autres propriétés, vous allez voir qu'ici, on a bien un dégradé qui s'applique en arrière-plan de nos éléments. Donc, c'est ce dégradé-là qu'on a spécifié. D'ailleurs, si vous cherchez de beaux dégradés, je vous conseille d'utiliser le site uigradients.com. Ok? Alors ensuite, WebKit Background Clip. Alors encore une fois, WebKit ici, c'est pour la compatibilité dans les navigateurs. Mais la propriété qui nous intéresse, c'est Background Clip. Alors, Background Clip nous permet tout simplement d'arrêter le background au niveau du texte. Donc, si on va dans la documentation ici, on nous dit que lorsque la valeur de background clip est à texte, eh bien, ça veut dire que l'arrière-plan est limité au texte au premier plan. D'accord? Donc, ça veut dire que l'arrière-plan eh bien, sera limité au texte au premier plan. Ça veut dire qu'ici, notre arrière-plan s'arrête directement au texte. Ok? Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien ici on met un text fill color, d'accord? Donc ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à spécifier la couleur de remplissage des caractères du texte. Donc ici, au niveau de la couleur de remplissage des caractères du texte, eh bien on met transparent. D'accord? Donc maintenant, si vous actualisez votre page, vous allez voir que maintenant, eh bien, tout s'applique correctement au niveau de votre page. Et ici, vous avez bien le style de dégradé qui s'applique au niveau de la couleur de votre texte. Et d'ailleurs, ici, en fait, on a usé d'une petite ruse, tout simplement parce qu'ici on a juste mis un background, c'est pas directement la couleur du texte qui a été modifiée, c'est juste en fait le background, c'est-à-dire une couleur d'arrière-plan qui a été appliquée à chaque élément H1 et avec background clip et text fill color, on a pu donc
faire en sorte que le background s'arrête au texte et rende le remplissage transparent. Ok, donc ça donne un effet assez sympa comme ceci. D'accord ? Ok, comme on peut le voir, on a déjà terminé cette section des valeurs, tout simplement. Alors ici, par exemple, si je me place au format mobile, d'accord ? Donc si je me place ici au format mobile, alors je vais dézoomer tout ça, voilà, pour mieux placer mon écran, comme ceci. Donc si je descends, vous allez voir qu'ici, par contre, ça n'affiche pas vraiment correctement. D'accord ? Donc qu'est-ce que vous pouvez faire au format mobile ? Eh bien, on revient dans le Media Queries de tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on fait ? On va faire Content Values Presentation, donc la section Values Presentation. Pour tous les titres, eh bien, on va mettre la taille du texte à 20 pixels. Et par contre, au niveau de la largeur maximale des titres qu'ils peuvent occuper, on met 100%. D'accord ? Ça veut dire qu'on remet par défaut. D'accord ? Donc, ils pourront occuper tout simplement toute la largeur de notre section. Ok ? Donc ici, comme on peut le voir, tout s'affiche correctement. Et au niveau, par contre, des titres, des valeurs, donc ici, Content Values Presentation, Values H1, comme ceci, donc des titres qui se trouvent dans la div Values, on va mettre donc du 16 pixels, donc c'est-à-dire un EM, comme ceci. Donc si on actualise la page, vous allez voir que maintenant tout s'affiche correctement. Alors ici, pour ceux qui n'ont pas encore compris, EM, eh bien c'est une unité tout simplement de mesure en CSS. Si vous faites 1 EM, eh bien ça équivaut à 16 pixels. Donc ici, c'est comme si on avait mis 16 pixels. Ok ? Donc ici, je vais retirer ça, voilà. Et maintenant, si on actualise, vous allez voir que tout s'affiche bel et bien correctement. Et ça, c'est parfait. Et bien maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement de nous occuper de notre pied de page. Comme on peut le voir ici, ça s'affiche correctement, mais c'est juste qu'on n'a pas stylisé tout ça avec du CSS. Ok ? Donc là, on a juste écrit du code HTML tout simple et on va venir styliser tout ça avec du CSS. Et le but, c'est d'obtenir un truc assez sympa comme ça, avec une image en arrière-plan, en l'occurrence la même image qu'on a au niveau du header, et des liens comme ceci, donc des paragraphes avec 4 colonnes et des titres. Ok ? Donc comment faire ça ? Eh bien, c'est très simple. On va venir nous rendre dans le code CSS et on va déclarer tout simplement notre footer. Donc au niveau du footer, rappelez-vous, eh bien on avait ici 4 colonnes, donc 4 divs nommées colonnes qui possèdent donc la classe colonne. Et dans chaque div colonne, on a un titre et des paragraphes. Ok ? Donc qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien on va venir mettre un display flex afin de pouvoir donc aligner chaque colonne, d'accord ? En ligne. Donc si vous actualisez comme ça, eh bien vous allez voir maintenant que vos éléments vont s'aligner puisque Flex Direction est encore une fois à raw. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir également mettre des espaces aux alentours de chaque item, de chaque élément de notre footer. On met Justify Content Space Rand et ça va faire cet effet. Donc si on actualise la page, vous allez voir que maintenant on a bien des espaces avant et après notre footer, d'accord, notre pied de page, les éléments de notre pied de page et entre les éléments de notre pied de page. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement de mettre le même arrière-plan que de notre projet, enfin que de notre header. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, il suffit juste de copier les propriétés de background de notre header, en l'occurrence background, background size et background position, ok ? Et on va le coller au niveau du footer. Aussi simple que ça. Donc si vous actualisez, vous allez voir que l'arrière-plan s'affiche correctement. Ensuite, on va pouvoir mettre une marge, un padding par exemple de 20 pixels en haut et en bas et de 10% à droite et gauche, comme au niveau du header. Donc ça nous permet d'espacer les bordures de notre footer des éléments, du contenu tout simplement. Et on va pouvoir mettre la couleur du texte en blanc pour bien voir le texte. Donc pour cela, vous faites Color White. Et ici, vous allez voir que tout s'affiche correctement. Maintenant, au niveau du texte de chaque colonne, donc au niveau de chaque paragraphe, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Eh bien, vous pouvez faire footer, colonne, donc chaque colonne de notre footer, on a des paragraphes à l'intérieur de chaque colonne-là, d'accord ? Donc on spécifie footer colonne P, on va modifier la couleur du texte en gris, donc hashtag CCC, on va mettre la font size, c'est-à-dire la taille du texte à 14 pixels, ça veut dire qu'on réduit la taille du texte comme ceci, et on va mettre un curseur pointeur pour dire à l'utilisateur de cliquer sur chaque texte. Donc maintenant, si j'actualise ma page, vous allez voir que si je place par exemple mon curseur au-dessus de chaque élément, eh bien il se modifie en un pointeur. Et ensuite, on
On va pouvoir par exemple modifier la couleur du texte en blanc lorsque je place mon curseur au-dessus de chaque élément. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On fait footer, colonne, P, deux points over encore une fois, pour indiquer à l'utilisateur pour appliquer des styles lorsque l'utilisateur place son curseur au-dessus de nos paragraphes. Et ici, on met la couleur en blanc, donc pour cela, color white, tout simplement. Et maintenant, si j'actualise ma page, vous allez voir que tout s'affiche correctement. D'accord? Alors, ce que vous pouvez faire, c'est pourquoi pas dans votre fichier index.html, par exemple ici au niveau de, je sais pas, par exemple Paris 2023, vous pouvez ajouter un lien comme ceci à href. Vous pouvez rediriger vers une autre page de votre site, par exemple paris.html, ou bien par exemple dans un dossier, par exemple ici voyage. Ou bien events comme ceci /paris.html, etc. Donc vous faites ce que vous voulez. Et ensuite ici, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez refermer votre lien et vous allez l'entourer. Vous allez entourer le paragraphe de votre lien. D'accord? Et du coup, maintenant, si vous actualisez votre page, ici, vous allez avoir un petit soulignement en bleu, d'accord? En dessous, puisque c'est maintenant un lien en dessous de votre texte. Pour retirer ce truc-là, pour retirer ce style-là appliqué au lien, eh bien, il vous suffit de faire footer, colonne A, d'accord? Tous les liens qui se trouvent dans votre colonne, dans vos colonnes, vous faites text decoration none pour retirer toute la décoration de vos textes. J'arrive pas à prononcer du tout. Voilà, donc maintenant, comme vous pouvez voir, c'est comme si c'était comme tout à l'heure, tout simplement. Donc si vous cliquez maintenant sur Paris 2023, eh bien vous allez être dirigé vers le fichier paris.html qui se trouve dans le dossier Events. Mais bien évidemment ici, je n'ai pas ce fichier-là et je n'ai pas ce dossier-là. Donc il me dit qu'il n'a pas trouvé notre fichier paris.html. D'accord? Donc voilà pour ça. Alors ici, je vais retirer le style CSS et je vais retirer également le lien ici puisque je n'ai pas de page paris.html. Donc maintenant, si j'actualise tout ça, eh bien, on revient au départ, d'accord? On revient comme au départ. Ok, donc voilà, donc comme vous pouvez voir ici, on a terminé le footer. Si je me place par exemple au format mobile, par contre, eh bien, ça ne s'affiche pas correctement, d'accord? Donc on va pouvoir appliquer juste un seul style. On va juste par exemple modifier la direction de notre display flex, de notre flex direction ici, d'accord? Puisque par défaut, comme je vous l'ai dit, flex direction est à row, d'accord, pour aligner nos éléments en ligne, et bien là, on va venir empiler nos éléments. Ça veut dire qu'on va modifier la direction de notre axe principal en faisant dans notre media query juste ici un footer flex direction à colonne tout simplement. Et du coup, eh bien à partir de maintenant, il va empiler nos éléments et ça c'est parfait. Donc comme vous pouvez le voir maintenant, alors je vais dézoomer juste un tout petit peu. Comme vous pouvez le voir maintenant, eh bien on a terminé la réalisation de notre page. Comme vous pouvez le voir, c'est tout à fait responsif. Ici, ça s'adapte au format mobile et également au format paysage, au format ordinateur par exemple ou tablette. Ici, on a bien la barre de navigation qui s'affiche correctement, d'accord? On a bien ici notre titre principal avec le bouton qui indique qu'il faut scroller. Ici, on a bien les petites cartes. Ici, on a le témoignage. On a donc ici les cartes de présentation. Donc ça, c'est assez sympa avec notamment la petite ombre avant chaque image. Ici, on a les valeurs avec une couleur très particulière. Et enfin ici, donc on a le pied de page qui indique des liens pour sortir du site et aller vers une autre page par exemple. Et voilà, donc non seulement c'est la fin de ce tutoriel, de cette vidéo, mais c'est également la fin de cette formation où l'on apprend à créer 5 sites complets, responsive, modernes et surtout professionnels en HTML et CSS. Donc le but de cette formation, c'était de vous permettre de créer des sites professionnels pour des particuliers ou des entreprises par exemple, lorsque vous allez travailler en freelance ou juste dans une entreprise, dans votre boîte, ou même par exemple pour réaliser vos propres projets. Donc normalement, suite à cette formation, eh bien vous êtes d'ailleurs maintenant capable de créer vos propres sites de A à Z et de créer par exemple des sites que des clients vous proposent de réaliser en échange d'une somme d'argent par exemple. Donc voilà, donc normalement avec tout ça, eh bien, vous êtes prêt à vous lancer dans le monde du travail et du développement web, enfin plutôt de l'intégration web puisqu'on a intégré
des pages web en HTML et CSS. Vous pouvez tout de même continuer à approfondir vos bases en HTML et CSS. Et sinon, vous pourrez réaliser vos propres sites dès maintenant. Et voilà, c'était tout pour cette formation. Je vous dis donc à la prochaine. C'était French Coder. N'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur la formation en message privé sur Instagram. Donc c'est French Coder tout simplement. Et moi je vous dis à la prochaine. Et bien évidemment, tout le code source de chaque tutoriel se trouve dans la description. Au revoir.